Bonsoir, bienvenue à cette conférence dans le cycle des mercredis de l'école urbaine. Bienvenue à l'école urbaine, bienvenue à Sciences Po. On est très content de la conférence d'aujourd'hui. Elle a plusieurs raisons d'importance pour lesquelles nous tous à l'école urbaine on est très touchés pour cet événement et pour la générosité des personnes qui sont là avec nous. Première chose, avec cette conférence, on commence une réflexion qui est importante autour des municipales. Et ce n'est pas par hasard qu'on veut la commencer à partir du rôle, des formes d'action, des tensions, des frictions entre la société civile et soi-même, entre les associations à leur interne et en réseau, entre les associations et le système partisan, entre les associations et les gouvernements locaux. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Bien évidemment, toute cette période qui anticipe les municipales, mais c'est aussi important qu'on puisse avoir une entrée par rapport aux formes de participation qui sont permis grâce à la société civile. On sait beaucoup de choses sur les associations, pas tellement comme on devrait connaître, savoir et discuter par rapport à leur rôle et aussi fonctions fondamentales dans la vie démocratique, qui sont, entre autres, je le rappelle, des fonctions de réduction des inégalités d'accès à la participation. Et c'est des fonctions importantes, c'est des écoles. Les associations sont des grosses écoles de démocratie, sont des grosses écoles d'apprentissage du social, de la vie ensemble, des règles, des fonctionnements civiques, des fonctionnements urbains. Les associations sont des grosses opportunités d'apprentissage personnel. C'est des lieux où les personnes expérimentent et développent des formes de reconnaissance de soi-même, des autres, des personnes avec lesquelles habitent les quartiers. Donc, c'est pas un acteur entre les autres, c'est un acteur sous-estimé dont le rôle fondamental pour la vie démocratique et civique est absolument essentiel. Et c'est pour ça que, troisième chose, on est tellement content de pouvoir discuter à partir d'une enquête collective coordonnée par Damien Deblic, qui n'est pas là, malheureusement, il ne pouvait pas être avec nous. Il est professeur et il est aussi étudiant, donc en ce moment, il est en train de se former, comme beaucoup d'entre nous, qu'on est là pour écouter et apprendre. De Benoît, qui est là avec nous, qui a été le rédacteur en chef de la revue Projet et qui est maintenant rédacteur de la revue Projet, et quelqu'un qui est très important dans l'histoire de cette institution, qui a fondé l'école urbaine, entre autres, et qui a impulsé, pas seulement l'école urbaine, mais aussi notre attention à toute une série de thématiques, y compris les ports, y compris les compétences des étudiants et beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire Brigitte Fouillant. Donc, je suis vraiment très content de cette conférence, ce moment. Et le dernier mot, c'est pour Nicolas et Christophe. Donc, Nicolas, qui enseigne à l'école urbaine depuis longtemps, qui va se présenter car il est maison, et que je remercie beaucoup, entre autres, pour son activité particulièrement intense. En ce moment, il envoie beaucoup de lettres, et ces lettres jouent un rôle important dans notre démocratie, quelquefois un peu faible. Et Christophe Robert, qui est personne extraordinaire pour ses études, à partir des études qu'il a fait autour des questions qui nous on a à cœur, sur les Roms et les gens de voyage, qui a une énorme connaissance, on peut dire, du secteur du logement et des problèmes sérieux de pauvreté dans ce pays, et pas seulement, qui porte la responsabilité de plusieurs choses, y compris, je le dis car peut-être, de fédérer et faire travailler ensemble toute une série d'acteurs de la lutte à la pauvreté au niveau européen.
et qui est bien engagé en France aussi. Et que, voilà, je remercie vraiment beaucoup, car on se retrouve souvent, et que à plusieurs étapes, animer la vie intellectuelle de la réflexion sur les politiques locales dans cette école. Donc, merci beaucoup, je suis très touché, je vous remercie et je laisse la parole à Brigitte qui va conduire le jeu. Merci beaucoup Tommaso, bonjour à tous et à toutes, merci beaucoup d'être venus vraiment nombreux pour participer à ce débat et à ces échanges. Oui, merci à l'école urbaine, dont, vous, comme l'a rappelé Tommaso, vous savez qu'elle est très chère à mon cœur, évidemment. Merci à Tommaso Vitale, à Ilaria Milazzo d'avoir inscrit dans le programme des mercredis de l'école urbaine cette séance en collaboration avec la revue Projet. Merci beaucoup à Saskia Oualig et à Bertrand Vallet de nous avoir aidés largement à l'organiser, à la mettre en place. Et cela nous permet d'avoir ce temps devant nous, qui est un peu compté, parce qu'on doit terminer à 7h00, on m'a dit, c'est ça, mais qui va nous permettre de travailler sur ce sujet de la place et du rôle de la société civile organisée, de toutes ces associations, à la fois extrêmement nombreuses, et c'est vrai d'une diversité inouïe, ce qui ne va pas forcément faciliter toujours notre approche, mais très active, à la fois dans tous nos quartiers, dans les villes, dans les territoires, ce qui a vraiment un lien avec notre intérêt pour la ville et le territoire, et dans un moment qui, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique, est difficile et tendu pour elle, on aura l'occasion d'y revenir, et comme pour la société dans son ensemble. Donc c'est un moment très important pour étudier cette question. La revue Projet, dont je suis au comité de rédaction, a décidé de s'emparer de ce sujet-là et de mener une enquête sociologique, pas une enquête journalistique, dont d'ailleurs vous trouverez le numéro à la sortie si vous voulez le prendre, et qui s'interroge sur les questions suivantes. En fait, dans quelle mesure est-ce que cette société civile organisée, on reviendra sur ce terme, que représentent les associations, peut-elle peser sur les acteurs politiques ? C'est une question vraiment fondamentale aujourd'hui. Tommaso disait tout à l'heure, c'est un acteur un peu sous-estimé. Justement, là, en quoi est-ce qu'elle peut intervenir et peser sur les acteurs politiques ? Est-ce qu'elle peut participer plus profondément aux changements sociaux, écologiques, politiques ? Et est-ce qu'elle est capable, c'est un peu ce qui a inspiré notre titre, est-ce qu'elle est capable de fédérer ces ressentis, ces difficultés, parfois cette colère que nous observons autour de nous pour agir et pour agir efficacement ? Parce que la question d'efficacité est aussi une de nos questions. Alors afin de travailler avec vous sur ces sujets, 3 intervenants qui ont tous les 3 participé au numéro de la revue, mais il y en a bien d'autres évidemment. Christophe Robert, délégué général de la Fondation pour le logement et porte-parole du Pacte du pouvoir de vie. Nicolas Rio, qui est donc consultant en coopération territoriale, qui a fondé Partie prenante, qu'il dirige avec Manon Loisel, et qui est un ancien, dont on est très fier, du master stratégie territoriale et urbaine. Ça fait longtemps, mais il reste très jeune, donc ça va. Et puis, Benoît Guilloux, qui est donc sociologue, journaliste à la revue Projet, et qui a orchestré ce numéro depuis sa conception jusqu'à sa réalisation. Alors, ce que je vous propose, c'est que Benoît vous présente l'enquête que nous avons menée, de telle sorte que vous voyez ce qui a servi de base, en fait, à notre discussion. Puis on organisera la séance en 2 temps, avec un temps plus sur les relations entre la société civile et les pouvoirs publics, et un deuxième temps plus sur le comment agir, et est-ce que le niveau local est le bon niveau, est-ce que ce serait le bon niveau. Et on a prévu qu'à la fin de chaque séquence, on fasse un échange de telle sorte que notre soirée soit plus interactive. Donc voilà ce que l'on vous propose. Alors, Benoît, cette revue, avec en page de couverture la société civile en première ligne. Alors, ce terme de société civile, déjà, il nous laisse un peu perplexes. Donc, ça a l'air un peu compliqué. Qu'est-ce que c'est exactement ? Puis, sur le fond d'une photo qui représente un hall de gare. Et ça aussi, ça étonne un peu. Alors, est-ce que tu peux nous l'expliquer ? Ça marche. Bonjour.
Sincèrement, nous sommes très heureux de partager avec vous donc, notre démarche et les résultats de cette enquête. Alors, je suis assez d'accord avec Brigitte, la couverture est peut-être mystérieuse. Dans un premier temps, on avait pensé mettre une photo renvoyant à une manifestation ou à l'autre, mais très vite, on s'est rendu compte que c'était trop restrictif et trop prévisible. Donc, en guise d'introduction, j'ai envie de dire 3 petits mots, un sur la société civile, un deuxième sur notre méthodologie au niveau de l'enquête, et après présenter quelques éléments sur le pacte de pouvoir de vivre, parce que nous avons fait cette enquête dans le cadre d'un partenariat avec le PPV. Voilà, Tommaso l'a dit, société civile, il a dit quoi? Sous-estimée, mais si on va voir un acteur politique, on se rend compte qu'on lui demande c'est quoi la société civile, il va vous dire, bah ouais, ce sont les citoyens, citoyennes, les associations. On voit bien que c'est un objet qui est largement méconnu, impensé, ou qui suscite très vite des suspicions. Donc, reconnaissons-le, la notion de société civile, elle est polysémique et chargée. Elle renvoie, elle désigne tour à tour des associations, des coopératives, des syndicats, des mutuelles et de nombreux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Elle renvoie aussi à des domaines d'activité, on l'a dit tout à l'heure, très divers. Ça peut être la justice fiscale, la justice sociale, les migrants, l'écologie. Et la société civile aussi, aujourd'hui, elle fait référence à un engagement institué, donc ça renvoie à la société civile organisée. Mais si aujourd'hui on fait un micro-trottoir, c'est quoi la société civile? La plupart des gens vont vous dire, bah oui, c'est les gilets jaunes, c'est bloquons tout. Et puis vous savez bien que dans nos banlieues, comme au niveau rural, il y a une vraie vitalité de la société civile, mais qui ne passe pas par les tuyaux habituels. Donc commençons par donner quelques éléments de définition de la société civile. Ben, disons que la société civile, c'est un peu ce troisième secteur entre l'État et le marché. Mais vous allez me dire, les frontières sont poreuses. Alors ce qui caractérise peut-être le mieux la société civile, c'est cette idée de servir l'intérêt général. Nous sommes en présence d'organisations sans but lucratif ou alors avec un but lucratif limité. On pense aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. En ce qui concerne notre enquête, alors notre objet, c'est la société civile organisée. On a mené donc des entretiens entre décembre 2024 et février dernier, sur 3 mois. Une trentaine d'entretiens anonymes, semi-directifs, des entretiens que nous avons conduits à Paris, mais aussi en région, de façon à peu près équilibrée. La moyenne d'âge des gens rencontrés, c'est 47 ans. Donc on a vu aussi bien des personnes en responsabilité à Paris que des acteurs de terrain. Franchement, nous, notre objet, ce qui nous intéressait, c'est partir du terrain, de travailler sur le comment. Vous le savez bien, aujourd'hui, le problème, l'os à travailler, c'est le comment. Donc on a partagé, dans des entretiens qui duraient facilement 1h30, et ben, le quotidien de ces gens qui se démènent localement, leurs certitudes, leurs doutes, la fatigue, etc., leurs dilemmes. Et donc, nous étions une équipe à conduire ce travail, notamment Brigitte, et c'est un des visages aussi de la société civile. Moi, je suis salarié à Projet, mais Brigitte, par exemple, c'est à titre bénévole. Damien, qui est sociologue à Paris 8 et directeur de maison d'édition de Paris 8, à titre bénévole. Donc, c'est aussi la richesse et la beauté comme de ce milieu. Et donc, sur la base de notre corpus, on a construit un sommaire en 4 parties. Donc, sur la base des entretiens, on a réfléchi à une première question, les tensions entre compromis et radicalité. Dans un deuxième temps, on a travaillé jusqu'où coopérer avec les partis politiques, donc ce qui sera l'objet de notre première séquence. Ensuite, nous avons une autre partie sur les ressorts d'une société civile organisée, donc la fabrique du collectif. Aujourd'hui, vous allez voir, une association, même un syndicat, c'est difficile d'aller voir le gouvernement seul, il y a souvent des collectifs. Et 4e partie, comme l'a dit Brigitte Fouillant, on s'interroge aux conditions d'efficacité. Donc quel impact ? Ça nous paraît important. Pour chacune des parties, donc, on vous invite bien sûr à la lire, vous avez une restitution, une analyse de notre enquête. Et après, on a fait appel à des intervenants extérieurs, notamment Nicolas Rio, mais aussi Thierry Baudet, président du CESE. Moi, j'ai par exemple interviewé un ancien étudiant de Sciences Po, Samuel Sauvage, qui a créé l'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée. Et c'est incroyable parce qu'il est face à des lobbies économiques, mais il a fait, avec des potes, avec une bande d'amis de Sciences Po, ils ont fait bouger le cadre normatif. Donc voilà notre enquête. Et nous l'avons fait dans le cadre d'un partenariat avec le Pacte du pouvoir de vivre. Donc c'est le deuxième partenariat que l'on faisait avec ce collectif. On avait fait un premier numéro sur le pouvoir de l'imaginaire.
Et là, on a souhaité le faire parce que ça nous semblait un terrain privilégié. Donc je vais dire un petit mot quand même sur le pacte, mais j'ai envie de faire un petit sondage. Qui connaît le PPV? Est-ce que vous pouvez lever la main? D'accord. C'est déjà pas mal. Ouais, mais moi, je suis dans la rédaction. Il ne faut pas lever la main, alors. Alors, nous avons choisi de travailler avec ce collectif, parce qu'à mon avis, c'est un collectif sans précédent en France, qui nous donne à voir et à penser. Là, en guise d'introduction, je vais plutôt le présenter, puis présenter les forces. Mais j'espère que par la suite, dans le cadre de notre échange, on verra plus précisément les difficultés, parce que c'est important de partir de la réalité telle qu'elle est. J'ai combien de minutes? 3 ? Voilà. Alors, écoutez, il faut contextualiser. Un petit retour en arrière, mars 2019. Donc mars 2019, un peu comme aujourd'hui, le climat politique est agité. C'est le mouvement des Gilets jaunes, et en face, le gouvernement, ou plus précisément l'Élysée, qui décide de mettre en place le grand débat national. À ce moment-là, en 2019, 19 organisations issues de la société civile, dont la CFDT, décident de s'unir pour faire entendre une autre voix. Ce projet est porté par deux grandes figures, Nicolas Berger, de la CFDT, Laurent Berger et Nicolas Hulot. Voilà. Donc rapidement maintenant, pour vous présenter un peu, et puis pour expliquer pourquoi on a travaillé avec le pacte, mais je précise, notre corpus ne se limite pas au pacte. On a vu aussi des acteurs en dehors du pacte, c'était très important. On a eu des entretiens, on a eu des entretiens dans le dossier, on a eu de l'informel, etc. Aujourd'hui, donc le pacte est né en 2019 à l'initiative de 19 organisations. Aujourd'hui, le pacte réunit plus de 60 organisations parmi les acteurs les plus importants dans le domaine de la solidarité et de l'écologie. Alors c'est une galaxie qui est difficile à capter. Accrochez-vous, il y a plein d'acronymes. Mais on trouve par exemple la Mutualité française. Est-ce que vous savez combien de salariés compte la Mutualité française? Et prenez le risque de dire un chiffre. Combien de salariés la Mutualité française? C'est pas, le risque il est limité, hein, c'est pas grave. C'est bien de se planter comme ça on se souviendra. Combien de salariés a la Mutualité française? 80 000. La Fédération des centres sociaux, 15 000 salariés. La Fédération des acteurs de la solidarité, la FAS, l'Oxfam, Secours catholique, la CFDT. Et puis au pacte, vous allez trouver des petites assos. J'étais à Lyon là, pour faire une restitution de l'enquête. Vous allez trouver Equitas, qui réunit à peine 10 salariés, qui essaie de conjuguer la dimension politique et poétique. Et vous trouvez aussi le CERAS, qui édite la revue Projet, à Saint-Denis, où il y a à peine 10 salariés. Premier élément, le pacte a une véritable légitimité. Ah, il faut que je m'arrête. Non, mais c'est important. Quel est le parti politique aujourd'hui qui est en mesure de dire « je compte 8, 10 ou 12 millions de bénévoles et 100 ou 150 000 salariés ». Autre intérêt du pacte, après on sera critique, hein. Le pacte a essayé et a réussi en partie, on a pu l'observer, à dépasser les lignes de clivage habituelles entre la dimension sociale et écologique. Et ce n'est pas seulement le fait de se rencontrer, de réfléchir, mais ça se matérialise à travers des propositions. Le pacte, autre point intéressant, a une gouvernance collective qui repose sur la culture du consensus. Et aujourd'hui, le pacte a 6 ans d'expérience, un enracinement local, on est un peu sur le temps long, et c'est un collectif qui n'est pas uniquement dans la critique ou l'opposition. C'est un collectif qui entend présenter un projet de société. Voilà, donc maintenant, on va passer à la deuxième séquence, mais pour muscler un peu le propos, je vais dire, donc vous avez vu, un collectif qui a réellement un potentiel, maintenant, est-il à la hauteur de la gravité de la situation actuelle? C'est un peu l'objet. Alors merci Benoît, c'est cette question à laquelle on va s'attaquer maintenant, avec dans notre première partie une interrogation sur la relation entre la société civile, cette société civile, et les pouvoirs publics. Quels sont les rapports entre société civile et pouvoirs publics, gouvernement, parlementaires, partis politiques, acteurs publics? Est-ce qu'il y a des complémentarités? Est-ce qu'au contraire, les associations de la société civile sont en opposition avec ces acteurs-là? Et quelle est la capacité de cette société civile à peser sur ces pouvoirs publics? Christophe, peut-être à partir d'exemples, quelles sont pour toi les relations entre associations et acteurs publics à partir de tout ce que tu connais, tu en connais beaucoup. Est-ce que les associations peuvent peser et est-ce qu'elles peuvent le faire en solo ou au contraire, l'expérience du PPV montre que la collaboration entre elles est absolument incontournable? Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'organisation de cette soirée. Peut-être commencer par
dire comment moi je vois les forces et les atouts de la société civile et les limites peut-être, parce que le pacte est un élément, et on va en discuter, mais je pense qu'il faut déjà un peu poser les bases. Force et atouts, ça a été dit, parce qu'elle est plurielle, cette société civile, et elle répond à des besoins multiples, dans l'emploi, la santé, on a évoqué, avec la mutualité française, le logement, la lutte contre l'exclusion, l'écologie, l'éducation, le sport, la culture, avec une particularité, donc c'est une autre forme de définition, dans une logique désintéressée. C'est pas du tout anodin, cette histoire-là, par rapport au statut des organisations. Elle est présente, cette société civile organisée, sur tous les territoires, y compris ceux qui ont tendance à être délaissés par la puissance publique. Je pense aux quartiers populaires, je pense aussi aux territoires ruraux, dont il était question tout à l'heure. Il ne faut pas oublier non plus qu'elle participe au développement économique des territoires, au développement de l'emploi, et qu'elle entretient des relations sociales, elle entretient le lien social avec des catégories sociales, des univers qui se croisent peu. Et ça, c'est quelque chose qui est déterminant, ça a été dit, je pense, dans l'introduction de Tommaso, déterminant pour la cohésion sociale. L'autre élément majeur, et qui fait la force, notamment du pacte du pouvoir de vivre, mais des organisations dans leur ensemble, c'est la proximité avec le terrain, l'écoute des signaux faibles, on va le dire comme ça pour schématiser, qui pousse en fait les organisations de la société civile à rechercher, à répondre aux besoins qui sont non ou mal couverts par la puissance publique. Et à ce titre-là, un autre élément, ce sont des lieux d'innovation. On pourra en discuter, mais des lieux d'innovation assez importants pour répondre aux besoins sociaux, écologiques notamment. Deux autres points encore, une agilité, forte agilité, qui par définition n'est pas celle des institutions. Ça n'est pas une critique, mais quand il s'agit de faire évoluer une politique publique, ça prend du temps. Il faut déjà en prendre conscience, il faut dire qu'on va s'y coller, puis il faut la mettre en œuvre. Enfin, il faut la travailler, la décider, la mettre en œuvre. Là, il y a une agilité qui est particulièrement utile, de mon point de vue, on pourra en discuter si vous le voulez. Et puis, c'est une action aussi qui permet de comprendre ce qui est en train de se jouer dans un pays. Pourquoi on a atteint un taux de pauvreté d'année dernière qui est le plus élevé qu'on n'avait jamais connu depuis 30 ans. Pourquoi le nombre de personnes sans domicile a doublé en 10 ans. Ces organisations se confrontent à ces sujets et à travers la confrontation, la réponse qu'elles apportent, les réponses qu'elles apportent, elles vont aussi analyser les raisons qui ont conduit à produire une telle exclusion. Maintenant, si la société civile est indispensable à ces différents titres que je viens d'évoquer, je pense qu'elle est indispensable. En même temps, elle est totalement insuffisante pour répondre à l'ensemble des besoins et aux défis qui sont devant nous. Elle ne peut pas tout, ou plutôt, elle peut beaucoup à son échelle, mais elle n'est pas en capacité de répondre aux multiples défis dont vous avez parlé en introduction, sans complémentarité avec la puissance publique, locale et nationale. Et d'ailleurs, lorsque la société civile déploie, je disais, des actions, des innovations, mais pas forcément des innovations, des actions, par exemple, de solidarité, l'intérêt, au-delà de la réponse concrète apportée aux personnes, c'est de rendre visibles ces réalités, je l'ai dit, mais aussi d'appeler au déploiement de ces réponses à une échelle beaucoup plus grande. Et sans prise de relais par la puissance publique, l'impact, par définition, restera limité. Et d'ailleurs, il reste limité de l'action de la société civile. C'est la même chose sur le plan écologique. Les organisations du pacte interviennent sur plein de sujets écologiques, sur les enjeux de biodiversité, sur les enjeux de dérèglement climatique, et leur action, elle est indispensable. Mais on sait très bien que si on veut transformer structurellement l'agriculture, le bâtiment, les mobilités, ça passera par des lois, ça passera par des normes, ça passe par des accompagnements des secteurs dans leur transition, etc. etc. Donc c'est utile, mais ça ne permet pas de répondre à l'ensemble de ces besoins ou à l'étendue des besoins. Et puisque vous me proposiez de prendre un exemple de cette articulation, je vais revenir sur la période Covid. Cette période Covid, moi je l'ai qualifiée de parenthèse heureuse de l'action publique collective entre société civile et pouvoirs locaux, nationaux. Chacun sa place face à un ennemi commun, ce foutu virus. On a vu que les pouvoirs publics se sont fortement appuyés sur les associations, notamment, mais pas seulement,
pour, par exemple, repérer les personnes en situation à risque, jusque dans les bidonvilles. Je parle de nous, là, dans l'action qu'on a pu mener avec les pouvoirs publics, les ministres, Premier ministre, jusque dans les foyers de travailleurs migrants, jusque auprès des personnes sans domicile, etc., etc. Mais aussi pour donc, identifier là où il y avait des zones non perçues par la puissance publique, mais aussi, quand il s'est agi d'agir, d'aller jusque là où se trouvent les personnes, pour faire redescendre les mesures, et notamment jusqu'aux personnes en situation de précarité. Alors, dans le cas d'espèces, là, on est dans une articulation, une complémentarité qui a fonctionné, et qui d'ailleurs a permis de fédérer, a permis, je pense, d'éviter un certain nombre de risques sanitaires, et d'éviter aussi du ressenti, des colères, etc. Et donc, ça devrait être tous les jours, comme ça a été pendant le Covid. À l'inverse, quand il n'y a pas cette complémentarité, quand il n'y a pas ce répondant, quand il n'y a pas cette association, les conséquences sont délétères. Je vais faire très vite. Quand la puissance publique réduit la voilure sur le soutien aux plus pauvres, parce qu'elle baisse les aides sociales, parce qu'elle baisse les dispositifs qui permettent d'aider les plus pauvres, les plus fragiles, eh bien, il y a un report, il y a un déport vers les sociétés, les organisations de la société civile, qui se voient finalement en responsabilité d'apporter des réponses à un niveau en termes de calibrage qui n'est pas adapté à leur capacité d'agir. Donc le résultat, c'est quoi ? Moins de personnes qui sont aidées d'une part, mais aussi, et j'insiste, des équipes salariées, bénévoles, des travailleurs sociaux qui vont devoir gérer des files d'attente, déterminer, prioriser des super prioritaires parmi les prioritaires. Je prends un seul exemple, le 115, ce numéro d'urgence pour les personnes à la rue. Aujourd'hui, dans les grandes villes, faute d'avoir des réponses du fait de la saturation du secteur de l'hébergement, eh bien, il va dire, vous avez des enfants de moins de 5 ans ? Ah non, vous n'êtes pas prioritaire. Et tout le reste, vous restez sur le carreau. Ce qui suscite, évidemment, de l'incompréhension par rapport à pourquoi je suis venu faire ça, ce qui suscite de la démission par rapport au mur de l'impuissance, en quelque sorte. Et on voit là aujourd'hui les difficultés pour pouvoir recruter dans le secteur de l'action sociale. Donc, en conclusion, dire que, oui, la société civile a un rôle déterminant. Elle sert de trait d'union entre les citoyens, et je reviendrai dans la deuxième partie sur le pacte, les limites, mais aussi le pourquoi, entre les citoyens et la puissance publique. Elle contribue à faire émerger des sujets à traiter, des solutions à apporter, c'est la dimension montante, et elle participe par la dimension descendante à permettre d'irriguer dans toutes les couches de la société, dans tous les territoires, par exemple les mesures décidées au niveau des politiques publiques. Donc il faut la chérir, cette société civile. Il faut lui redonner de la force. Il faut lui donner toute sa place, à sa juste place, mais toute sa place. Et on verra, peut-être dans la deuxième partie, que le moment que nous vivons est plutôt dans une étape de fragilisation, de mise sur la touche, pour des raisons diverses et variées, de cette société civile organisée. Et il ne faudrait pas aller trop loin dans ce sens, parce que je crains que ça puisse contribuer à beaucoup de désespérance. Merci beaucoup. Déjà, on avance bien sur cette question et on voit les conditions dans lesquelles cette société civile peut agir et quelles relations elle peut avoir avec les pouvoirs publics pour que ça puisse se faire ou non. Et sans doute, cette fragilisation fera l'objet d'échanges et de questions tout à l'heure entre nous. Et je voudrais m'adresser à Nicolas pour savoir, toi qui rencontres beaucoup d'acteurs publics, qui travaillent avec eux, comment est-ce que tu vois justement cette question de la relation qu'ils ont avec les associations? Est-ce que pour eux, une association, c'est un peu secondaire, c'est plutôt au contraire même embêtant pour eux parce que ça vient leur demander des choses auxquelles ils n'ont pas envie de répondre? Comment est-ce que tu perçois les choses? Merci Brigitte pour l'invitation. Ravi d'avoir l'occasion d'échanger avec vous sur ce sujet qui nous est cher et un peu éloigné en même temps. Le nous dont je vais souvent parler, c'est Manon Loisel, ma collègue et co-autrice dont Brigitte a parlé, et moi. Un peu éloigné parce qu'effectivement, ce rôle de la société civile, on le regarde plutôt du côté des acteurs publics en général et des collectivités locales en particulier, puisque tu l'as dit, au quotidien, notre métier, c'est d'être consultant, de venir en accompagnement des collectivités locales dans leur fabrique, dans la fabrique de l'action publique. Et du coup, c'est un peu de ce côté-là qu'on interroge cette question.
en essayant de leur placer dans un questionnement plus large sur ce que ça voudrait dire aujourd'hui démocratiser l'action publique, rendre cette fabrique de l'action publique plus démocratique. Et c'est effectivement, Tommaso le disait, ce qu'on essaie de réfléchir chaque mois dans cette séquence des municipales, là, en produisant chaque mois une lettre aux 500 000 futurs élus municipaux, en se disant il y en a 500 000, on gagnerait quand même à s'en servir et à en faire quelque chose, d'autant qu'ils sont parfois un peu en perte de sens sur leur activité, pour voilà, réfléchir à ce bon fonctionnement démocratique. Et de ce point de vue-là, c'est un peu comme ça que je voulais répondre. J'avais envie d'essayer de vous démontrer pourquoi les collectivités locales ont besoin de la société civile organisée. Et j'insiste sur ce terme organisé parce qu'on voit que tout ça ne se produit pas tout seul de manière spontanée. Besoin de cette société civile, pas uniquement dans leur fonction de prestataires ou de sous-traitants de l'action publique, parce que c'est quand même aussi beaucoup la tendance qui se développe, notamment avec la généralisation des appels à projets, mais aussi dans leur fonction plus citoyenne ou démocratique d'interpellation, cette fonction même qui se retrouve aujourd'hui confrontée à un mouvement de répression. Et vraiment là-dessus, je vous invite en complément du numéro de la revue Projet à regarder ce petit bouquin d'Antonio Delfini et de Julien Talpin de l'Observatoire des libertés associatives qui documente bien ce mouvement répressif et en quoi ça pose problème. 3 raisons ou 3 fonctions démocratiques que peuvent jouer les associations et dont ont besoin les collectivités. Une fonction de mise à l'agenda des problèmes d'action publique, une fonction d'interlocuteur de négociation et une fonction, Tommaso l'a évoqué en préambule, de lutte contre les inégalités politiques et les inégalités de représentation. Première fonction, sur la mise à l'agenda, en disant en fait, on voit bien que les acteurs publics ont besoin des acteurs associatifs pour, j'allais dire, construire le besoin d'action publique. C'est-à-dire, en fait, transformer une somme de problèmes individuels en enjeu d'action publique sur lequel on doit apporter des réponses collectives et dont c'est aussi la responsabilité et des collectivités et de l'État. Le bon exemple de ça, on a un peu travaillé sur la question, puis j'en parle parce que Christophe Robert est quand même directeur de la Fondation pour le logement des défavorisés, c'est la question du logement et du mal logement, qui est beaucoup vécu comme une problématique individuelle, presque comme un stigmate qui génère de la culpabilité de dire en fait, si tu es mal logé, c'est de ta faute en gros, et avec tout un tas de mécanismes produits pour générer ce sentiment-là. Et tout l'intérêt de la société civile, qui est un peu les bases du community organizing, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça s'organise, c'est de transformer ça en combat collectif en disant mais non, en fait, ça correspond à des dérèglements collectifs sur lesquels il faut travailler. Et donc, on le voit sur le logement, on le voit aussi beaucoup sur les sujets de discrimination. On le voit sur les sujets aussi de santé environnementale. Nous, on regarde avec beaucoup d'intérêt la dynamique qui est en train de se créer autour de cancer scolaire, qui est un très bon exemple de construction de problèmes d'action publique. Et donc, si les collectivités ont besoin de ces acteurs associatifs, c'est aussi que, et c'est une des choses moi que j'avais apprises dans ces murs et qui m'avait marqué, c'est qu'en fait, on voit que les acteurs publics ont tendance à construire les problèmes en fonction des solutions dont ils disposent, quoi. Et donc à n'entendre les problèmes à n'entendre uniquement les problèmes qu'ils sont en capacité de résoudre.
Et souvent, d'ailleurs, on construit, en termes de fabrique de l'action publique, on construit d'abord la solution, et une fois qu'on a la solution, on construit le problème qui va avec. Et les assos, elles sont là pour s'assurer que ça fonctionne bien aussi dans le sens inverse, et qu'on est en capacité de mettre à l'agenda des problèmes auxquels aujourd'hui on n'a pas forcément la réponse, parce que le mal logement c'est compliqué, parce que la lutte contre la pollution environnementale c'est compliqué, mais qu'à un moment il va falloir prendre le sujet à bras le corps. Deuxième fonction des associations, et pourquoi les pouvoirs publics en ont besoin, j'allais dire, les collectivités locales, que ce soit leurs élus ou leurs administrations, ont besoin des acteurs associatifs pour augmenter leur capacité à agir. Et en fait, il y a plein de sujets sur lesquels, quand c'est les acteurs publics qui agissent seuls, ça ne marche pas. Et il y a besoin d'interlocuteurs pour à la fois coproduire donc je disais, et le problème et la solution, et puis surtout garantir leur portage et leur mise en œuvre sur le terrain. Donc, au niveau très local, c'est tout bêtement le rôle des associations de parents d'élèves. Et on voit bien au quotidien comment un peu cet effritement de ces sociétés civiles organisées locales que sont par exemple les assos de parents d'élèves, mais on pourrait dire la même chose, des clubs sportifs ou d'autres associations locales, en quoi leur fragilisation vient aussi fragiliser les pouvoirs publics. Donc c'est à la fois avoir des interlocuteurs à qui s'adresser, et j'allais dire, et je disais interlocuteurs de négociation, parce que tout ne se résume pas au dialogue bilatéral entre la collectivité et ses interlocuteurs associatifs. Mais en fait, derrière, il y a aussi d'autres acteurs, et notamment tous les représentants, groupes d'intérêt, lobbies, on les appelle comme on veut, qui cherchent eux aussi en permanence à infléchir l'action publique dans un certain sens. Et en fait, les acteurs associatifs restent un des meilleurs remèdes contre le lobby. Là aussi, on le voit beaucoup sur les questions d'habitat, où on voit dans la fabrique de l'action publique, en fait, la question de la crise du logement et des politiques de logement en général, elles sont quand même beaucoup portées par les acteurs de l'offre et cadrées par les acteurs de l'offre. La crise du logement, elle est beaucoup racontée par les promoteurs immobiliers, et ça crée un peu une confusion sur finalement quels sont les intérêts qu'on cherche à défendre. Et donc, les acteurs associatifs, ils sont aussi là pour faire contrepoids à ces acteurs-là. Et puis, il y a une dernière fonction, et je m'en arrêterai là, plus large, plus difficile aussi à assurer par ces acteurs associatifs, c'est celle de corriger les inégalités politiques et de corriger, on pourrait dire, les imperfections de nos démocraties électorales, dans lesquelles les élus locaux se retrouvent les premiers pris au piège. C'est-à-dire qu'en fait, les élus avec lesquels on discute, nous, ils sont bien conscients de ce piège-là, de ce que génère, par exemple, le poids de l'abstention, qui est dans certaines villes, dans certains quartiers, supérieur à 70 ou 80%. On a beaucoup travaillé sur la politique de la ville, et ils nous disaient, en fait, on aimerait agir davantage pour les quartiers populaires. Le problème, c'est qu'on ne va pas être suivi par notre électorat, puisque globalement ça vote davantage dans les centres-villes que dans les quartiers populaires. Et donc les acteurs associatifs, ils ont sur cette dimension-là aussi une fonction de contrepoids pour faire entendre d'autres voix qui restent sinon inaudibles dans le cadre démocratique, ce qui est aussi une responsabilité qu'elles ont parfois du mal à honorer. Je prenais l'exemple des associations de parents d'élèves tout à l'heure. On voit bien qu'aujourd'hui, quand on regarde la sociologie des parents d'élèves élus, les assos de parents d'élèves, clairement, viennent plutôt renforcer les inégalités de représentation et représenter certains profils d'usagers de l'école, mais ça serait le cas de nombre d'associations d'usagers des services publics, qu'on prenne la mobilité, etc., que de les atténuer. Donc, pour bien qu'elles assurent leur fonction,
ça nécessite aussi qu'elle travaille cet élément. Merci. On voit déjà beaucoup d'éléments qui, en fait, montrent l'utilité, l'intérêt, le rôle des associations par rapport à ces pouvoirs publics. Est-ce que, Benoît, en 3 minutes, est-ce que dans ce qui remonte de nos enquêtes, est-ce qu'il y a des points complémentaires sur ce lien avec les pouvoirs publics qui paraissent importants ? Je développerai peut-être un point complémentaire. Donc, jusqu'où la société civile organisée peut-elle coopérer avec les partis politiques ? Il faudrait revenir sur le contexte, un contexte politique en pleine recomposition, la montée des idées, des partis d'extrême droite. Et la plupart des acteurs que nous avons rencontrés sur le terrain sont confrontés à un double défi. C'est que les enjeux sont énormes, complexes et urgents, et d'autre part, les obstacles à l'action sont de plus en plus nombreux. Alors, la société civile, sur la base de notre enquête, est confrontée vraiment à un dilemme inédit aujourd'hui. Soit rester à distance des partis politiques dans le contexte actuel, ou soit s'engager plus frontalement pour défendre les valeurs qu'elles portent et qui sont menacées. Ce qui se dégage sur la base de notre enquête, c'est que la plupart des acteurs que nous avons rencontrés, le positionnement politique est assumé. Nous sommes, disent-ils, dans le champ politique à part entière, mais on adopte une politique non partisane, dans le champ politique mais non partisan. Donc ça, c'est très important au niveau de l'ADN, et notamment pour le pacte du pouvoir de vivre, c'est un engagement politique non partisan. Maintenant, quand on creuse et quand on a fait du terrain, on voit que si l'indépendance vis-à-vis des acteurs politiques demeure un principe largement partagé, ces modalités d'application font l'objet de redéfinitions importantes aujourd'hui. Suivant les associations, où on va placer le curseur et quelle est la ligne rouge à ne pas dépasser. Et pour ouvrir le débat, parce que dans un deuxième temps, on verra plus de comment, je crois qu'il faut dire un petit mot aussi sur la montée des partis d'extrême droite. Il y a d'ailleurs dans notre numéro un article de Luc Roubillon, qui revient notamment sur les résultats du RN, qui en moins de 7 ans a plus que triplé le nombre d'électeurs. Parmi les associations que nous avons rencontrées, les syndicats, les différents représentants de la société civile, l'extrême droite est aujourd'hui quasiment unanimement présentée ou perçue comme une menace. Maintenant, on observe des écarts d'intensité dans la formulation, les postures adoptées, et là je n'ai pas le temps de développer, mais un certain nombre d'ambiguïtés de la part de certains acteurs de la société civile face à cette montée des partis d'extrême droite. Merci Benoît. Alors je crois qu'on a donné beaucoup d'éléments. Et je peux développer si vous voulez. Non, c'est pas moi qui... C'est un teasing. C'est un teasing, oui, c'est un teasing. Est-ce que tu voulais développer davantage ? On prend des questions peut-être, et puis au fur et à mesure des questions, comme ça on va pouvoir affiner, répondre. Donc sur cette première séquence, sur la relation de la société civile organisée avec les pouvoirs publics, et donc ce qu'on vous demandera, c'est à chaque fois que vous allez prendre la parole, de vous présenter, et puis d'essayer de vraiment poser vos questions de façon assez concise, de telle sorte qu'on puisse en prendre plus. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai été curieuse d'avoir juste votre point de vue sur... ça peut paraître un peu évident, mais comme c'est quelque chose de très complexe, je me demandais comment est-ce que vous présenteriez les raisons qui poussent les acteurs, notamment à la fois de l'action publique, mais aussi les acteurs qui ne s'inscrivent pas dans cette société civile, à durcir finalement leur politique et leurs relations, en tout cas à créer les obstacles qui sont ceux auxquels se heurtent aujourd'hui les acteurs et les actrices de la société civile. D'accord. On peut peut-être prendre 2 autres questions, s'il y en a, comme ça. Qu'est-ce qui est... Oui, il y a 2, 3 même. Il fallait se présenter au début, c'est ça ? Oui, je sais pas c'est mieux. Donc, bonsoir, déjà merci aussi pour votre présentation. Bastien Gassman, je suis étudiant en Master 1 à Paris-Cité, au parcours aménagement et développement local. Ma question, je ne sais pas si elle sera pertinente, mais c'était juste pour savoir si, dans les terrains que vous avez faits, si vous aviez rencontré au niveau des associations et des pouvoirs publics des dispositifs qui mettaient en place une lutte des inégalités sur la non-représentation des populations dans le domaine associatif ou pouvoir public, qui a été mise en place pour représenter justement ces populations qui n'étaient pas présentes ou dans les pouvoirs publics ou dans les associations, et comment elles mettaient en place cette représentativité pour mettre en avant leurs problématiques qu'elles vivent dans leur quotidien
que ce soit dans les écoles, les familles, vous parlez d'associations de parents d'élèves. Est-ce que, par exemple, il y a des associations de parents d'élèves qui arrivent à faire remonter des problématiques qui ne sont pas au sein des groupes des parents d'élèves? Merci beaucoup. On prend une troisième question, puis ensuite on répondra. On prend ici, puis après, dans une deuxième série, on prendra, parce que je vois qu'il y en a d'autres. Mais... Je vais essayer de faire court. Donc Romain Leclerc, moi je suis au cycle d'urbanisme, mais avant d'être au cycle d'urbanisme, j'ai travaillé 5 ans à l'Union nationale pour l'habitat des jeunes, donc qui est aussi de la société civile organisée. Et à l'époque, on faisait plein de plaidoyers différents, et on a écrit l'an dernier un rapport sur le logement des jeunes. Donc on s'était organisé avec le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, donc un conseil avec plus de 60 associations, représentants de l'État, etc. Et le Conseil national de l'habitat, donc idem, la même logique. On publie le rapport et on va à l'Assemblée nationale. On toque à la porte des députés La France Insoumise, Europe Écologie Les Verts. On y va, on a une discussion tranquillement, très peu de débat. On va chez les députés PS, etc. À peu près la même logique. On arrive ensuite plus à droite, plus c'est un petit peu plus compliqué de toquer et plus c'est un petit peu plus compliqué de rentrer là-dedans. Et du coup, la question que j'ai un peu pour la société civile organisée, peut-être plutôt une question pour M. Christophe Robert. La question, c'est comment est-ce qu'on fait maintenant dans une société civile organisée, quand on est audible seulement vers 30% du Parlement, et comment est-ce qu'on arrive à porter notre voix quand à peine 30% du Parlement la porte pour nous? Alors, les réponses. Qu'est-ce qui veut commencer à répondre? Il y en a une qui est clairement pour Christophe, il y en a une aussi pour Nicolas. La deuxième est peut-être plus pour Nicolas, la première pour l'un et l'autre, pour toi, Benoît. Oui, sur le durcissement des positions, je pense qu'on va en parler peut-être dans la deuxième partie, donc, sauf si on peut démarrer là, mais oui, je pense que la dernière question donc, que vous me renvoyez, elle est extrêmement complexe, mais ça rejoint un peu le durcissement, donc j'y viens, ma foi, oui, venons-y, quand le moment vient. Au fond, que je disais qu'on pouvait penser des bonnes articulations entre les pouvoirs publics dans leur ensemble, hein, j'entends gouvernement, j'entends le Parlement, j'entends des pouvoirs locaux, et que c'est pensé collectivement, chacun à sa place, en bonne intelligence, en bonne complémentarité, de façon bien huilée, c'est assez performant, pour plein de raisons qu'on a déjà commencé à aborder. Mais il est vrai que nous sommes entrés dans un moment, depuis déjà pas mal de temps, où, et d'ailleurs ça a donné naissance au pacte du pouvoir de vivre, ce que je vais dire, où on sent une verticalité du pouvoir, on sent une volonté de laisser sur la touche un certain nombre d'associations ou d'organisations. La naissance du pacte est vraiment liée à ce constat-là. On était en pleine sortie du mouvement des Gilets jaunes, et le président de la République, Emmanuel Macron, a décidé de faire le grand débat national. Pourquoi pas? Pourquoi pas aller au devant des citoyens un peu partout? Enfin, il enjambait totalement la société civile organisée, y compris dans des espaces qui sont normalement légaux de discussion, parce que nous, on n'est pas attendus par les pouvoirs publics à la Fondation pour le logement, mais les syndicats le sont. Et donc, il y a eu un basculement. C'était pas complètement nouveau, il y avait déjà des prémices avant, mais là, il y a eu un basculement. Et c'est la raison pour laquelle on a fait naître le pacte, en disant, écoutez, oui, c'est bien d'écouter les citoyens, mais c'est bien aussi d'écouter ceux qui travaillent dans les territoires, qui travaillent sur les sujets, qui ont des propositions, qui ont des expertises d'usage, des expertises liées à leurs réponses, etc. Et d'ailleurs, si on reprend l'histoire depuis 2017, depuis la naissance du pacte, à plusieurs reprises, le gouvernement actuel a essayé de reprendre la main sous une forme plus participative avec d'autres organisations, de la société civile par exemple, en mettant en place le Conseil national de la refondation. Et je vais prendre cet exemple-là, je pensais le faire dans la deuxième partie, mais faisons-le maintenant. Moi, le président de la République m'a demandé d'animer le Conseil national de la refondation sur le logement, pendant 6 mois. Et je l'ai fait avec la présidente, directrice générale de Nexity, donc le lobby dont Benoît parlait tout à l'heure, et on s'est dit de la Fondation pour le logement à Nexity, on va bosser pendant 6 mois comme des fous, on va rassembler toutes les forces locales, les élus, les associations, les promoteurs immobiliers, les aménageurs, les urbanistes, etc. On a bossé pendant 6 mois pour rendre une copie au président de la République, à la première ministre de l'époque, mais pas d'écoute. Donc
On peut se dire, ça a amusé la galerie pendant 6 mois. Alors le travail reste là, il est utile, parce qu'il nous a permis de partager ensemble les diagnostics, de définir ensemble quelles sont les priorités. J'en prends qu'une. On a réussi, moi c'était un des éléments qui me paraissait fondamental, à faire acter, y compris par les acteurs économiques, que le problème du logement, de la construction de logements, du mal logement, était lié au foncier qui était devenu trop cher, qu'il faut maîtriser, parce que c'est le bien commun, le foncier. Il y a des pays qui envisagent le foncier d'une autre façon que la France, avec sa lecture napoléonienne, mais plutôt de dire le foncier c'est le bien commun, c'est qu'est-ce qu'on va décider collectivement d'en faire, et donc il faut qu'il reste dans les mains de la puissance publique dans son ensemble. Mais ce n'est pas l'objet de mon propos. L'objet de mon propos, c'est que vous ne faites pas bosser pendant 6 mois des gens, enfin si d'ailleurs, pour une fin de non-recevoir au final. Pourquoi c'est un problème? Ce n'est pas les 6 mois qu'on a travaillé, encore une fois, ça servira. Et on continue à travailler d'ailleurs avec ces acteurs, on continue à faire des propositions, on en parlera au niveau local, ça a aussi une utilité très forte. Mais que dire à tous ceux qui disent que ça ne sert à rien d'aller voir les pouvoirs publics, que ça ne sert à rien d'aller voir le Parlement, que ça ne sert à rien d'aller voir M. Macron, le ministre du Logement, qui change tous les 3 mois, etc., etc. Ben oui, mais d'accord, mais on fait comment alors? Et là, on est dans le cœur de la question. Ce moment-là, ou cette façon de faire-là, elle pousse à la radicalité. Moi, le premier, je me calme le plus possible, mais ça me rend fou. Parce que j'ai vécu d'autres périodes où j'ai travaillé avec des ministres du Logement, j'ai travaillé avec des collectivités, j'ai travaillé, etc., où la démarche était autrement plus productive, parce qu'à l'écoute des territoires, des gens que nous faisions, nous, remonter comme analyse, des comparaisons internationales que nous faisons, nous, avec notre service études de la Fondation, bref, comme le font bien d'autres. Hein. Et donc, ça a une utilité sociale qui est remarquable. Et on est capable d'intégrer les contraintes de la puissance publique, y compris budgétaires, y compris... enfin bref. Et donc, il faut être très prudent face à cela, parce que... bon, si c'est pas ça, c'est quoi? Si c'est pas ça, c'est des colères, des ressentis qui se transforment en colère, qui se transforment dans des votes, et finalement, un certain nombre, et puis peut-être sur la volonté de ne plus aller voter. Moi, je ne vous aurais pas dit ça il y a 5 ans, mais je comprends aujourd'hui ceux qui ne vont pas voter. Je vous le dis. Tellement je vois de choses autour de moi, comme vous, toutes et tous ici, il y a de sérieux arguments pour dire, mais regardez. Et donc, on pourrait en prendre plein, hein, des exemples de ce type-là. Je le prends parce qu'il vient du président de la République, et que les acteurs s'étaient prêts à faire les efforts. Donc, il y a une interrogation forte. Alors, pour moi, ça n'est pas du tout un sentiment de démission par rapport à ça. Hein. Pas du tout. Je sais que la roue tournera. Je sais qu'on va trouver d'autres moyens de pousser les pouvoirs publics à agir. On va en discuter avec le local, qui, à mon avis, est une ressource. Mais, quand même, ça ne facilite pas le travail. Merci, Christophe. La deuxième question, c'était... plutôt adressé à toi, je pense. Oui, je suis frappé des résonances qu'il y a entre nos deux raisonnements sur ces questions-là. On ne prend pas avec le même point de départ, mais globalement, on observe le même processus et on en arrive à la même conclusion. Nous, on l'avait pris plutôt à partir de cet objet démocratie participative et on avait été marqué par... on avait essayé de travailler cette formule de dire... faire parler n'engage à rien, et le CNR, comme le grand débat national, en apporte une bonne illustration, les cahiers de doléances en étant un autre exemple, alors que l'écoute oblige, parce qu'elle oblige en tout cas à entendre ce qui a été énoncé, à le prendre en compte dans les choix qu'on peut faire. Et en même temps, c'était beaucoup questionné sur... mais qui rend l'écoute opposable? Qui oblige à l'écoute? Et ça répond en partie à votre troisième question. Et en disant, c'est justement ça, le rôle de la société civile organisée quand on la conçoit comme un contre-pouvoir pour dire... on pourrait parler presque plus là des mouvements sociaux que de la société civile, mais c'est l'intérêt des assos comme des manifestations, c'est toute la chanson des Gilets jaunes, quoi. On est là, que même si Macron ne le veut pas, on est là. Et en fait, on exprimera ce qu'on aura à dire, même si en face, il continue de se boucher les oreilles, quoi. Et donc, j'allais dire... plus il se bouche les oreilles, plus il faut continuer à formuler le message.
Et en même temps, ça rejoint la première question, je pense que c'est aussi pour cette fonction de contre-pouvoir que les associations sont à ce point confrontées à ce mécanisme de répression, d'essayer d'avoir une démocratie sous maîtrise, et on le voit avec Trump, sous maîtrise de l'exécutif, quoi, où c'est l'exécutif qui choisit quand est-ce qu'il appuie sur le bouton mouvement social et quand est-ce qu'il le débranche parce que ça va trop à l'encontre de ce qu'il porte. Sur la deuxième question qui m'était adressée, j'allais dire, j'ai pas tellement la réponse, mais je partage la question, quoi. C'est effectivement ça qu'on essaye de repérer, c'est aussi ça qu'on essaye de dialoguer avec, de mettre en dialogue avec les collectivités locales sur finalement quelle est la responsabilité des acteurs publics qui restent malgré tout quand même des financeurs principaux des acteurs associatifs pour encourager et parfois contraindre les associations à améliorer leur capacité représentative. En ce moment, il y a un mouvement une dynamique qui est en train de prendre sur la question de parité sociale en politique. On pourrait avoir exactement le même raisonnement sur parité sociale chez les parents d'élèves ou dans les clubs sportifs. Et on sent que là-dessus, la posture des collectivités, elle est pas simple parce qu'on ne peut pas à la fois d'un côté dire aux acteurs publics votre enjeu c'est de lâcher prise parce que la contre-démocratie c'est pas à vous de l'organiser, et de l'autre leur demander de revenir par la fenêtre, poser des exigences en termes de représentativité. Donc la question c'est comment les acteurs associatifs s'en emparent eux-mêmes et qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place par rapport à ça. D'accord. Peut-être on prend une deuxième série de questions, puisqu'il y avait d'autres questions, je crois. Oui. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien ? Ouais, ça marche. Super. Donc moi, Là, on n'entend plus. Vous l'avez éteint. je peux parler très fort. Non. Ici, un autre micro. Allô. Oui, il marche. Ouais, vite fait. Là, c'est un peu Là, c'est bien. Ok, super. Moi, j'avais une question sur l'aspect organisé de la société civile, justement. Et vous aviez dit, il me semble que c'était Benoît Gouillou qui l'avait dit dans l'introduction, que ça incluait les engagements institués, mais pas que. Et donc, à quel point vous incluez justement les nouvelles formes, notamment de mouvements sociaux, je pense notamment à Bloc contre tout, qui sont beaucoup moins institutionnalisés. Est-ce que vous les incluez dans cette société civile organisée? Et par rapport à la question de la relation entre la société civile et les institutions, est-ce que ces mouvements moins institutionnels jouent un rôle différent par rapport à la société civile organisée plus classique? Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous les échanges. Moi, je suis Alexander, je suis un Master 2 entre Sciences Po Bordeaux et l'Université de Coimbra au Portugal, en sociologie. Et en fait, cette année-là, je suis en service civique aussi. J'utilise un peu du service civique pour faire mon terrain de recherche. Et en fait, mon service civique, c'est au sein d'une association qui s'appelle la FEV. C'est une association qui lutte contre les inégalités éducatives au sein des quartiers populaires. Une chose, je pense que ma question elle sera plutôt pour M. Rio, mais en fait, c'est par rapport à ces changements d'association en soi et représentation politique. Parce qu'il y a une chose que je vois au sein de l'association, c'est qu'il faut justifier les financements. Et pour une association fonctionner, il faut justifier les financements. Donc en fait, nous sommes des fois beaucoup plus focalisés en garantir les financements et du coup garantir notre mode de fonctionnement qui est s'organiser en tant que société collective ou en tant qu'association collective. Donc en fait, voilà, c'est un peu cette ambiguïté. Merci beaucoup. C'est bon? Il y a encore une question là, oui, je crois. Oui, une dernière question, oui. Mais pendant ce temps-là, moi, je peux peut-être répondre à la première, parce qu'à la première, c'est assez facile de répondre par rapport à notre enquête, en fait. C'est que
quand on a fait l'enquête, au départ, on s'est adressé à des associations déjà organisées, en réalité de la société civile organisée au sens vraiment d'association. Mais cette question que vous posez, elle est arrivée par la fenêtre, c'est-à-dire que dans tous les entretiens, ou presque, a émergé l'idée selon laquelle aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de mouvements qui sont des coordinations, qui sont des mouvements non institutionnalisés, qui ont vu le jour un peu partout dans le territoire et partout, et qui posent un peu question, parce que pour certains, elles peuvent finalement séduire un public qui pourrait sinon aller vers des associations, ou même obtenir des financements dont certains disent, ils y vont, mais on ne connaît pas la pérennité de ces mouvements-là, donc on est un peu perdant sur ce terrain-là, et aussi l'émergence d'associations un peu plus nouvelles sur des objets qui sont quelquefois un peu les mêmes, mais qui sont des associations financées par des fondations, par exemple, et qui se multiplient en fait beaucoup aujourd'hui, et qui ont un peu un autre mode de fonctionnement, qui peuvent être beaucoup sur le terrain, mais qui sont peut-être en tout cas plus jeunes dans leur histoire, ça c'est sûr, plus jeunes peut-être dans leur composition, dans certains nombres de cas, mais dont la pérennité n'est pas du tout assurée, et dont les modes de financement et les influences sont pas toujours complètement clairs. Mais ça a émergé au cours de l'enquête. Tu peux dire un mot là-dessus ? Oui. Oui, pour moi, c'est une question qui est essentielle. Oui. Alors, ça dépend de quoi on parle, parce que vous parliez d'associations, monsieur, à l'instant, qui sont financées par la puissance publique. On va y revenir sur les fragilités. Ce n'est pas le cas, par exemple, de notre organisation. C'est un choix d'indépendance d'action, un choix d'indépendance de plaidoyer politique que de ne pas avoir de subvention. Enfin, on a 3% de notre budget. Subvention, mais un crédit d'impôt, quand même. Oui, mais il n'y a pas de pression. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une collectivité locale comme le subissent certaines associations depuis maintenant pas mal de temps, à qui on dit écoutez, vous ne pouvez pas nous taper dessus, on vous finance à 70%. Donc c'est un modèle économique qui soutient le don, la générosité du public, mais on n'est pas en relation directe, en confrontation directe avec le politique à ce titre-là. Un jour, ça pourrait arriver. Qu'un gouvernement populiste dise il y en a marre de filer du fric par le biais d'une défiscalisation à la générosité du public. Mais il n'y a jamais eu de pression de cet ordre-là. Et la reconnaissance d'utilité publique, elle protège, enfin, elle pourrait être remise en cause le moment venu, mais on n'est pas dans une relation. Donc déjà, il y a une diversité d'organisations qui nous permet, nous d'ailleurs, de financer des associations que certaines collectivités ne veulent plus financer pour des raisons plus politiques que par rapport à la réalité de ce qu'ils accomplissent au niveau local. Mais par rapport à la question sur les collectifs plus spontanés, plus citoyens, je pense que c'est une force considérable. Nous, en tout cas, là, j'ai parlé de la fondation, je ne vais pas parler du pacte. Le pacte, c'est 65 organisations, elle n'a pas vocation à financer, mais nous, c'est quelque chose qu'on développe depuis pas mal d'années, notamment, par exemple, des collectifs d'habitants dans les quartiers populaires, pour leur donner la capacité de s'organiser, d'organiser des concertations, des activités, reprendre la main, en fait, dans leur quartier, y compris quand il n'y a plus personne, ou plus grand monde dans l'action publique. Et donc, ça nous semble être un bon moyen, un bon levier, dans l'esprit de ce que Nicolas Riault disait tout à l'heure, de faire vivre cette démocratie, d'être aussi aux côtés d'eux. Et puis, je pense qu'il y a des complémentarités aussi qui sont intéressantes à travailler. Je vais prendre juste un exemple, nous, du compagnonnage avec le DAL, droit au logement. On a pu financer le DAL à certaines missions qu'il menait. Je pense que ce n'est pas du tout les mêmes méthodes que nous. Ce n'est pas du tout la même approche que nous. Ce n'est pas du tout le même discours. Mais c'est utile. C'est utile. Et je pense, dans notre champ d'intervention encore, à ce qui a pu se passer de manière très spontanée par les enfants de Don Quichotte. Au moment où ils ont mis des tentes sur le canal Saint-Martin, qu'est-ce qui s'est passé ? Pendant un an, ils ont agi seuls, par spontanéité, mais vraiment spontanéité, en disant « j'en peux plus, moi, d'enjamber les personnes sans domicile dans mon quartier, dans le 10e, etc. » Et donc, ils se sont mobilisés, ça a pris une ampleur incroyable, y compris internationale, et ils ont fini par fixer le politique, qui a été obligé d'agir parce que la pression était trop forte. Qui est venu discuter entre les deux ? D'abord, les enfants du Quichotte sont venus nous chercher pour les aider, parce qu'à chaque fois, on leur disait « mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Mais ils disaient « nous, on ne sait pas ce qu'il faut faire, on n'est pas des spécialistes du logement. » Donc, ils sont venus nous chercher pour compléter le propos, au-delà de l'interpellation publique, sur le « c'est pas possible de continuer comme ça ». Et puis après, dans la négociation avec les politiques publiques, on était un peu au milieu des deux. Voilà, ça ne se savait pas à ce moment-là, après ça s'est su, mais parce qu'eux étaient preneurs de ça, et parce que le ministre du Logement à l'époque, Jean-Louis Borloo, était preneur de trouver des terrains, et je crois que c'est
un exemple de montrer la complémentarité aussi. Donc moi, je suis plutôt dans la logique de soutenir. Simplement, on a eu une toute petite précaution, mais ça n'enlève rien à ce que je viens de dire, c'est que on a eu pas mal de mouvements sociaux, y compris de mouvements spontanés citoyens, y compris très locaux, sans que ça ait une notoriété nationale, qu'on a soutenu, et ça s'est vite arrêté parce que c'était le fondateur, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de charisme à un moment. C'est ce qui était le cas un peu avec les enfants de Don Quichotte, d'ailleurs, même s'ils ont fait naître d'autres associations, les enfants du canal, etc. Et donc, quand vous avez un mouvement, il faut être très vigilant, par exemple, là on parle de personnes en grande précarité, de personnes à la rue, par exemple, de ne pas instrumentaliser les personnes, de dire on ne vous lâchera pas, puis au bout d'un an, il n'y a plus la réponse. Donc, donc voilà, donc, nous on essaye d'accompagner aussi, parfois en off, c'est des mouvements comme cela. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, dans les écoles, qui accueillent un peu partout en France depuis maintenant 3 ans. Les enfants qui vivent à la rue, qui dorment à la rue et qui arrivent le matin à l'école en ayant dormi à la rue. Donc là, c'est des parents d'élèves, mais pas forcément des associations de parents d'élèves, des parents d'élèves individuels, et puis des enseignants qui disent « mais moi, c'est pas possible ». Donc ils ouvrent les écoles, ils les font dormir la nuit, ils enlèvent les matelas, et puis le matin, la classe est remise au propre pour démarrer la matinée. Nous, on les outille juridiquement, jusqu'où ils peuvent aller, attention, on les accompagne, on les fait se rencontrer, par exemple, vous voyez. Donc ça peut être aussi une complémentarité de cet ordre-là. Et alors ça, je pense que c'est une question vraiment importante, mais la position que vous avez à la Fondation pour le logement n'est pas forcément celle d'autres associations qui sont certes quelquefois plus, non, c'est pour ça que notre enquête, plus craintives. On peut prendre la question peut-être qui était là. C'est branché, oui. Bonsoir Julia, donc moi je suis là parce que je suis le pacte, je suis fonctionnaire territorial, je dirige des mairies de quartiers populaires depuis maintenant une quinzaine d'années. Donc cette question du lien aux associations et notamment de la posture d'élus, on la travaille, c'est une passion. J'avais vraiment une question qui me taraude de plus en plus, qui est cette distinction que l'on fait entre tout est politique mais n'est pas partisan. Ce discours-là, en fait, je trouve, contribue à dévaloriser la fonction politique en tant que telle, qui, en fait, contribue à un discours selon lequel on doit être dans le contre-pouvoir, l'opposition, mais finalement, quand il est l'heure d'aller prendre ses responsabilités et puis de faire un mandat, de se présenter sur les listes, c'est pas forcément autant valorisé qu'avant. Or, on est quand même dans un système politique en France, que ça soit au niveau national, le Parlement ou le local, où ce sont quand même les élus qui décident sur un périmètre très large d'action publique. Donc, il y a quand même un intérêt dans ces organisations-là à parfois révéler des vocations. Les maires et les mairesses de nos collectivités, aujourd'hui, quand ils construisent leurs listes, et quand ça se fait dans un esprit sain de rapport au pouvoir, vont chercher aussi des acteurs associatifs qui ne craignent pas de finalement basculer de l'autre côté, parce que c'est là aussi où les choses se décident, se débattent, et que ça fait bouger un certain nombre de questions. Donc, je serais intéressée d'avoir votre point de vue sur cette distinction-là, et que le gouvernement, depuis 2 mandats, fait très mal à ce que c'est justement que cette fonction politique, et les partis, que c'est ringard. Oui, voilà. Donc, oui, c'est une question qui a traversé en fait toute l'enquête obligatoirement. J'imagine. Donc peut-être que voilà, on pourrait y passer des heures. Benoît l'a dit, c'est vrai que globalement l'idée que les associations, que le pacte du pouvoir de vivre prenait une position non partisane était relativement reconnue, mais en même temps avec exactement les limites que vous expliquez pour tout le monde. Mais là, je crois que vous pouvez tous les deux dire un mot là-dessus. Pour vous dire, c'est la question de tous les jours. Et elle est compliquée. Enfin, elle n'est pas si compliquée que ça. Mais elle est omniprésente. Et elle traverse le numéro aussi. Elle traverse le numéro. Alors, allons-y tranquillement, enfin, je veux dire clairement, par identité, les organisations qui composent le pacte du pouvoir de vivre ne peuvent pas être partisanes. Par identité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un changerait d'attitude, en tant que représentant d'une organisation, au moins en tant que porte-parole du pacte, ou je ne sais pas quoi, il se mettrait automatiquement en dehors du pacte du pouvoir de vivre. Parce que c'est identitaire, parce que c'est inscrit dans les gènes, parce que c'est inscrit dans les statuts, parce que ça fait partie de leur boulot. Il y a eu des limites.
il y a eu des écarts, par exemple, au moment des dernières législatives, où nous avons créé, avec d'autres d'ailleurs, au-delà du pacte, nous avons élargi le spectre des personnes qui voulaient prendre la parole ensemble, au moment des législatives, contre l'extrême droite, au moment des législatives après la dissolution. Avec un discours qui était celui de dire le projet de société que porte le pacte du pouvoir de vivre, et celui-ci, nous avons conscience des colères, nous avons conscience des souffrances, et pour cause. Nous savons à quel point le politique est quelque part remis en cause. Nous savons tout ça. Et nous nous adressions, en fait, à ceux qui pourraient être tentés d'essayer le Rassemblement national, en leur disant, par contre, ne vous trompez pas. Les raisons de vos colères, et regardez le projet du Rassemblement national. Regardez ce qu'ils ont voté au Parlement français. Regardez ce qu'ils ont voté au Parlement européen. Donc on a fait l'analyse de tout ça, et on l'a porté sur l'espace public. Moi, je suis à la matinale de France Inter avec ce discours-là. Donc, il y a eu un accord, et là, l'utilité d'une alliance comme le pacte, parce que plein de ces organisations n'auraient pas pu le faire individuellement. Nous, on l'avait fait individuellement, Oxfam l'avait fait individuellement, la CFDT l'avait fait individuellement, mais toutes ne pouvaient pas. Ne pouvaient pas. Hein, et donc, voilà un moment, par exemple, où il y a eu une parenthèse, où il y a eu une petite sortie de route, mais choisie, assumée. Mais du coup, évidemment, c'est une limite énorme. Et c'est le sens de votre propos. C'est-à-dire qu'à un moment, nous, tout le monde vient nous dire, mais pourquoi vous n'y allez pas? Enfin, je veux dire, faites-le. Juste faites-le. Allez-y. C'est-à-dire que si vous avez un projet de société, vous pensez que vous avez une bonne compréhension de la société, si vous comprenez comment fonctionnent les pouvoirs publics, locaux, nationaux, les institutions, allez-y. Mais en fait, la réponse, elle est assez simple. Oui, il y aurait moyen d'y aller, et certains y vont, et certains y sont allés, et d'autres iront encore. Mais ils sortent du jeu de la société civile à ce moment-là. Par définition. Voilà, je peux pas... C'est comme ça que c'est discuté. Alors par contre, les mouvements inverses sont plus fréquents. Cécile Duflot, Oxfam, Benoît Hamon sur Singa, pardon. Vous voyez, les mouvements inverses. Il y avait eu Nicolas Hulot, qui était allé en ministre après avoir été dans la Fondation. Voilà. Mais c'est vrai que c'est plutôt dans l'autre sens. Mais il y a beaucoup de gens qui sont peut-être moins visibles médiatiquement, mais qui le font. Et c'est utile. Juste un mot pour Nicolas. En fait, la question, c'est comment on arrive à la fois à maintenir la circulation et la distinction. La circulation, parce que ça évite à chacun d'être de se caricaturer dans sa propre posture avec des associations qui contestent et des élus qui décident. Et en fait, de passer de l'autre côté, c'est un moyen d'avoir une lecture plus nuancée du truc. Et en même temps, une distinction... Parce que moi, notamment, ce qui m'a frappé à la lecture du bouquin de Talpin-Delphini, c'est toute la rhétorique de dire il y en a marre de la fonction citoyenne des associations. Après tout, ces leaders associatifs, s'ils veulent faire de la politique, qu'ils se présentent aux élections. Et en fait, je pense, particulièrement en ce moment, il y a un vrai enjeu démocratique à affirmer que les élus, les partis, n'ont pas le monopole de la démocratie et de l'action politique, et que cette action politique, elle repose aussi sur tous les acteurs de ce que Rosan-Vallon appelle la contre-démocratie, avec lesquels ils sont reliés, j'allais dire interdépendants, mais qui sont aussi nécessaires. Moi, j'aurais juste un mot qui va un peu dans le sens de cet ouvrage dont on parle beaucoup de Julien Talpin. C'est l'État contre les associations, le titre, hein. Et il montre qu'un virage s'est opéré en France après les attentats de 2015, et ce tournant autoritaire s'est concrétisé autour de la loi séparatiste de 2021. Mais pour répondre à votre question, madame, c'est que concrètement, ça encourage l'autocensure, la dépolitisation, et ça développe l'idée de neutralité. On est dans ce contexte-là. Hein. C'est ce contexte, on est dans un contexte dangereux. Et dans ce contexte dangereux, parce que là, le temps passe, donc voilà. Et dans ce contexte dangereux, parce que ce que vous avez pointé dans le débat, c'est exactement les questions clés qui se posent, je crois, pour chacun d'entre nous et qui ressortent très bien dans l'enquête.
c'est quand même derrière ça la question de tous ceux qui sont dans les associations et de tous ceux qui s'y intéressent, c'est de dire du coup comment est-ce qu'on peut agir et de se dire comment est-ce que cette colère ou ces mouvements plus spontanés qui émergent parce que justement les gens n'en peuvent plus ou parce qu'ils ont vraiment des points sur lesquels ils veulent absolument s'engager, comment est-ce que ça peut se transformer en action collective? Et une des grosses questions, et comme on est à l'école urbaine, c'est d'autant plus important, est-ce que le local, entre guillemets, c'est le bon niveau d'action? Qu'est-ce qui peut se faire au niveau local? Est-ce qu'il y a vraiment une possibilité d'action meilleure ou au contraire, est-ce que c'est un peu en marge parce qu'on ne pourrait pas faire autrement que d'agir au niveau local, qu'on ne pourrait plus agir au niveau national? Alors là, je vais me retourner d'abord vers Nicolas, qui travaille, comme il vous l'a dit, beaucoup en vue des élections municipales. Et d'ailleurs, le numéro de projet était d'ailleurs au départ fait aussi une enquête inédite avant les municipales et les présidentielles. Donc l'idée, c'était de faire ce numéro suffisamment en amont des élections municipales pour que le milieu associatif ait du grain à moudre, des réflexions en vue de ce point. Alors Nicolas, précisément, en lien avec ces échéances municipales, est-ce que, justement, pour toi, le local, pour les associations, c'est un bon niveau d'action et comment, en quoi, ou quelles sont leurs difficultés ou même leurs limites? Alors bon, malheureusement, j'ai pas la recette sur comment il faudrait faire, mais j'avais envie sur ce sujet-là de vous partager un peu un questionnement qui me taraude de plus en plus et qui, je trouve, ressort fortement à l'occasion de cette séquence des municipales. En fait, j'ai le sentiment qu'il y a un terme qui a progressivement disparu de notre vocabulaire, enfin du vocabulaire de la société civile organisée et de la façon dont ils interagissent avec les pouvoirs publics et de leur répertoire d'action, c'est le terme de revendication. Et ça me taraude parce que pour moi, ce terme de revendication, il est au cœur de la pratique démocratique et au cœur du titre qui est celui de la table ronde de ce soir, de la colère à l'engagement. Fabriquer une revendication, c'est justement réussir à passer d'une somme de colère individuelle à un combat collectif. Et parfois, j'ai un peu le sentiment, quand on regarde les modalités d'action des acteurs associatifs, et c'est vrai au local, mais c'est aussi en partie vrai au niveau national, que la logique de revendication est progressivement remplacée par la logique de plaidoyer. Et qu'en fait, ça n'a rien à voir. Et moi, je me demande si ça ne nous met pas dans une forme d'impasse, ou en tout cas de piège démocratique. Parce que cette logique de plaidoyer qui consiste à formuler des propositions qu'on va derrière adresser aux décideurs, souvent par l'intermédiaire de médias locaux ou nationaux, un peu le problème qu'elle a, c'est qu'en termes démocratiques, ça flotte un peu. C'est-à-dire qu'on ne sait plus très bien ni qui les porte, ni à qui ça s'adresse. Alors, à qui ça s'adresse? On pourrait dire, si, c'est évident, ça s'adresse aux décideurs. Mais bon, on est bien placé dans cette maison pour savoir que les décideurs, en réalité, ça ne veut pas dire grand-chose. Et que la question de savoir qui décide, elle n'a toujours pas été réglée par la science politique. En tout cas, ce qu'elle nous apporte, c'est de dire que les élus, qu'on présente comme les décideurs, sont loin d'être les uniques décideurs des choix d'action collectifs. Et donc, en fait, à s'adresser uniquement aux décideurs, avec cette idée qu'en fait il faudrait réussir à les convaincre à travers un recours à l'expertise, on se retrouve un peu piégé dans ce mythe de la volonté politique, comme s'il fallait que les élus décident pour que les choses changent. Sauf qu'on sait que c'est pas comme ça que ça se passe, c'est que les élus eux-mêmes sont confrontés à tout un tas de contraintes. C'est pour ça que je parlais de négociation tout à l'heure, en disant en fait un élu en démocratie, il décide ce qui ressort du rapport de force démocratique qu'il a sous les yeux. Et donc on peut le convaincre, mais si derrière en fait ces électeurs sont là pour lui rappeler qu'en fait ça passera pas, ou que d'autres groupes
plus structurés viennent en disant mais en fait ça c'est hors de question, la taxe Zuckman par exemple c'est hors de question, en fait on aura beau faire tout le plaidoyer qu'on veut, bizarrement ça ne suffira pas à infléchir les choses. Donc on ne sait à la fois pas très bien à qui ça s'adresse et on ne sait pas non plus tellement qui les porte. Alors là aussi on sait qui les porte en tant qu'organisation. Souvent, le plaidoyer, et c'est sa différence avec le lobbying, il est transparent. Il y a les logos des structures qui ont produit ce plaidoyer en bas du document. Mais la question, c'est que représentent ces structures? Qui représentent-elles? Et en fait, cette question qui est fondamentale en démocratie, au nom de qui on parle, qui on défend, elle l'est encore plus aujourd'hui, quand on voit justement le mouvement répressif et les attaques insidieuses tenues notamment par le Rassemblement national, mais par d'autres, pour saper un peu la légitimité de ces acteurs associatifs. Moi, j'avais été très marqué par la sortie de Bardella, je crois, il y a 2 ans, quand il était allé dans le golfe de Gascogne sur l'interdiction de la pêche pour maintenir la population de dauphins. Il disait... il y en a marre de ce gouvernement des ONG qui ne représente personne. Et en fait, là, c'est ça qu'il faut travailler sur quelle contre-attaque on fait à cette accusation, de dire comment on arrive à porter la démonstration qu'on représente peut-être, que la société civile organisée représente peut-être plus de monde que le Rassemblement national ou que d'autres partis politiques qui contesteraient la légitimité de ces acteurs associatifs. Et je ne suis pas sûr que le plaidoyer permette d'assurer ce travail-là. Là où, par contre, la production de revendications, oui, ça permet de le faire. Puisque ce qu'il y a d'assez fantastique... alors peut-être que j'en ai moi aussi une vision fantasmée, mais de la fabrique des revendications, je serais intéressé d'avoir le témoignage de mon voisin sans doute plus rodé à cet exercice-là, mais c'est que finalement, en se mettant d'accord sur le contenu d'une revendication, on construit à la fois l'émetteur et le destinataire, le représentant et le représenté. On construit le représenté et l'émetteur parce que en fait c'est justement le contenu de la revendication qui fait exister le collectif. En fait ce qui nous réunit, c'est de porter une revendication commune. Et alors, ce qui est compliqué, c'est que c'est un travail qui est sans cesse à reprendre à partir de la base, parce qu'en fait, les préoccupations évoluant, les préférences évoluant, faut sans cesse le mettre à jour, parce que sinon, il y aura toujours des gens pour dire, mais en fait, moi, je me reconnais plus dans mes revendications, dans les revendications que vous portez en mon nom, et donc en fait, c'est un peu le même... la revendication dans le monde associatif, c'est un peu la même chose que les élections dans le monde politique. Et est-ce que ça marche mieux au niveau local? Est-ce que du coup, ça plaide pour une action au niveau local? On pourrait se dire que oui, parce que d'une certaine manière, comme ça doit être construit à partir de la base, mon hypothèse, c'est que c'est plus facile de construire de revendications au niveau local qu'au niveau national. C'est plus facile de fédérer un même collectif sur une problématique, c'est ce que disait Christophe tout à l'heure, sur les collectifs de mal logés dans l'habitat social, par exemple. De dire, on va avoir une revendication commune vis-à-vis de notre bailleur social et on fait le tour des immeubles pour compiler un maximum de signataires sur, regardez, on est nombreux à porter cette revendication-là. Donc, théoriquement, c'est plus facile, mais ce qui me surprend, et c'est pour ça que je partage ce questionnement avec vous, c'est que pour autant, on ne le perçoit pas. Et que le mode de mobilisation qu'on observe du côté des acteurs associatifs sur la séquence des municipales correspond davantage à une forme de plaidoyer un peu descendant qu'on va chercher, mais peut-être qu'on va de trop loin, mais qu'on va chercher à diffuser sur toutes les élections, plutôt qu'une logique ascendante sur... Profitons de cette séquence de la campagne pour, là encore, construire le problème, formuler les besoins d'action publique et derrière aller, non pas le faire signer par les candidats en campagne, parce qu'une revendication, en fait,
c'est pas un truc que tu signes en bas de la page. C'est quelque chose que tu vas mettre en face d'une revendication d'autres acteurs qui défendent des intérêts opposés. Et puis après, la négociation va s'ouvrir. Et donc la négociation, elle va s'ouvrir en partie avec les élus, mais elle va surtout s'ouvrir avec les autres acteurs en présence. Et donc la revendication des acteurs associatifs et de tous ceux qu'ils arrivent à rassembler pour, par exemple, militer pour la piétonisation ou la diffusion des pistes cyclables, va ensuite être mise en négociation avec ceux qui ont fait le même travail du côté des associations d'automobilistes et qui vont aller dire, en fait, on représente plus de monde que vous, bah ok, faites-nous la preuve de ça, ou que les associations de commerçants, pour leur adresser la même question, de dire, quelles sont vos revendications, et deux, qui représentez-vous à travers ces revendications-là. Alors comment est-ce que tu réagis à ça, Christophe? L'action locale, alors le plaidoyer d'une part, et puis l'action locale, enfin, comment est-ce que ça peut s'articuler avec une action nationale? Est-ce que ça peut avoir un effet? Quelles sont les limites de cette action? Oui, je voudrais quand même réagir un peu, oui. Parce que Nicolas tend la perche, mais il faudrait un long débat sur ce que tu viens de dire. Ça ne peut pas être que la question de la représentativité quantitative dans ce cas de figure des sujets dont on est en train de parler. Pourquoi ? Parce que ce que nous avons à faire sur le plan écologique s'impose à nous, quoi qu'il se passe. Et donc, c'est là où d'ailleurs, une action au début qui était plutôt positive du gouvernement avec la planification écologique, et nous avions travaillé avec le secrétariat général à la planification écologique, c'est qu'à un moment, on se dit, c'est quoi le cap ? Le cap, c'est de réduire d'autant nos émissions de gaz à effet de serre. Le cap, c'est de réduire d'autant la façon dont on anéantit la biodiversité. Bref, vous connaissez ça. Et après, le travail consistait, et on y a co-travaillé, à dire, oui, d'accord, bah alors, si on doit arriver à tant de baisse d'émissions de gaz à effet de serre, quel effort doit porter sur le bâtiment, quel effort doit porter sur l'agriculture, ok, au niveau national, et puis après, de se dire, bah, ok, mais alors au niveau local, au regard de ce qui est produit, etc. Et donc ça redescend, on a besoin de quoi, on accompagne. Là, on faisait un travail sérieux qui a été stoppé, comme pas mal de choses depuis quelques années, on va dire. Donc on voit bien que, par exemple, le pacte, il se réunit autour de fondamentaux incontournables qui dépassent les intérêts des organisations qui le composent. Et que une des forces du pacte, ça a été de dire, bah écoutez, vous les associations de solidarité, nous la Fondation, le Secours catholique, ATD qui sont dans le pacte, ok, vous avez un certain nombre justement de revendications ou de plaidoyers qui ne tiennent pas compte des questions écologiques. Donc il faut y travailler. Et inversement, nous on a dit aux associations écologiques qui composent le pacte, leur dire, mais vous voyez bien que les premiers à morfler, à prendre cher dans l'histoire des dérèglements climatiques, ce sont les plus pauvres, ce sont les plus fragiles, ce sont les modestes. Et donc, tout le travail, et c'est un élément fort, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais qui donne naissance au pacte, à ce travail collectif pour se dire comment les uns doivent intégrer les injonctions partagées par les autres. Et c'est pas si facile que ça. Donc la question de la mise en œuvre, on voit bien d'ailleurs le rejet aujourd'hui des ZFE malgré l'efficacité. On voit bien aujourd'hui le rejet du zéro artificialisation nette malgré l'absolue nécessité. Et que ça fait effectivement rouspéter et beaucoup de monde, et potentiellement beaucoup plus de monde que ceux qui portent ces revendications-là. Mais au fond, nous on s'est dit, bah, justement, parce que c'est pas simple, il faut s'y coller. Donc on a commencé à travailler, les associations environnementales avec les syndicats, sur... Si on transforme vraiment les mobilités et qu'on va vers le zéro moteur thermique en 2035, comme l'Europe s'est fixé ce bel objectif, eh ben, comment on fait sur l'emploi ? Parce qu'autrement, les syndicats, c'est infernal. Les tensions étaient très importantes de dire, mais en revendiquant ça, vous tuez 100 000 emplois, 150 000 emplois, 200 000 emplois. Effectivement, c'est pas faux. Et du coup, comment on fait ? C'est quoi la bonne temporalité ? C'est quoi le bon accompagnement de la puissance publique locale et nationale pour faire que ça passe ? Parce que de toute façon, il faut le faire. Donc le registre de revendication ou de plaidoyer du pacte, il se situe à un niveau qui dépasse les intérêts des organisations et de ce qu'elles représentent elles-mêmes. Parce qu'elles lisent, parce qu'elles voient, parce qu'elles sentent, Et donc, je crois que c'est là où c'est un projet de société, finalement. Et je veux, par exemple, si ça vous intéresse, je pense ici ça peut vous intéresser, on vient de travailler, nous, la Fondation pour le logement, avec la Fondation pour la nature et l'homme, à déterminer les conditions possibles, selon nous, mais avec d'autres, de rendre possible le zéro artificialisation nette. Quelles sont les conditions ? C'est-à-dire, parce qu'on nous dit, ah bah, vous,
Moi, je me fais allumer tous les jours en disant « mais vous pouvez quand même pas être pour le ZAN alors que vous défendez la construction parce qu'il y a des gens qui meurent à la rue tous les jours et de plus en plus ». Eh bien si, justement. Et c'est la force, par exemple, d'une organisation, enfin d'un collectif comme le Pacte, de nous avoir formés collectivement, d'avoir travaillé, de s'être collés aux questions. Et donc je pense que, de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui me paraît pouvoir être dépassé de la simple addition de revendications propres à des organisations à un moment ou à un autre. Juste parce que le temps passe, sur la question du local. Alors d'abord, peut-être dire, hein, par rapport à vos questions initiales, une baisse importante aujourd'hui du soutien aux associations. Alors pas nous, parce qu'on n'a pas de financement public, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe est extrêmement préoccupant. Allez voir toute la production du mouvement associatif et les qui ont donné lieu à des manifestations assez inédites ces derniers temps, sur la fragilité, les conséquences à ce jour, et celles qui sont escomptées si les choses ne changent pas, si on continue sur ce registre. Premier élément, mais je vais vite. Deuxième élément, mais Benoît a évoqué la loi séparatisme, le contrat d'engagement républicain est un sujet majeur. Toutes les associations doivent signer ce contrat d'engagement républicain, mais il n'est pas stabilisé, et c'est un bel outil pour pouvoir empêcher de prendre la parole aux associations. Il y aurait vraiment nécessité de le réformer. Nous, on le voit beaucoup. Alors nous, on n'est pas concernés. Mais moi, ça fait 20 ans que je suis à la Fondation. J'ai pu voir la progression et l'accélération avec le contrat d'engagement républicain sur les menaces qui pèsent sur les associations, amenées à prendre la parole dans l'espace public. Alors je ne dis pas avec des services études, avec des revendications structurées comme tu le disais, mais simplement dire ce qu'ils voient. Simplement voir la dégradation, voir comment les gens souffrent, comment les réponses de la protection sociale ne sont pas calibrées aux réalités du monde d'aujourd'hui, de l'exclusion, du durcissement et du creusement des inégalités. Donc ça, c'est le point que donc il faut vraiment qu'on travaille sur cette remobilisation des forces vives du pays. Peut-être on aura le temps d'en parler 2 secondes. Mais sur la question du local, d'abord vous dire que je suis, c'est pour ça que je disais moi, complètement effaré de voir l'écart entre ce que je vois partout, tous les jours sur les territoires, de mobilisation de tous les acteurs, y compris les élus, pour répondre à des besoins sur les questions écologiques, sur les questions de mobilité, sur les questions de lutte contre les exclusions, et donc l'écart qu'il y a entre toutes ces réalités diverses, qui répondent vraiment aux difficultés, qui essayent le maximum de répondre aux difficultés, et le débat public national, le brouhaha médiatique, l'écume. Enfin, il faut vraiment se déplacer, donc c'est l'importance que tu soulignais tout à l'heure, pour se rendre compte de cet écart. Sauf que moi, ça fait longtemps que je travaille sur ces sujets, et je mesure de plus en plus à quel point l'écart est grand. Ça n'est pas le reflet. Le débat public n'est pas le reflet des solidarités au niveau local. Le débat public n'est pas le reflet de l'implication des élus locaux et de la mobilisation, de la façon dont ça peut bien fonctionner entre société civile parfois et la puissance publique locale, de la volonté de connaître, d'agir, de tendre la main, de faire société, etc., etc. Donc je ne vais pas m'étaler, mais du coup, là où je voulais en venir, c'est que dans ce moment que nous vivons, de montée des populismes, du RN aux portes du pouvoir, etc., etc., vous connaissez ça par cœur, je ne m'étale pas, je pense que le local est une force dont il va falloir qu'on se saisisse autrement. Parce que, et j'allais dire, on est tous responsables. Moi le premier, enfin pas moi le premier, moi aussi. Donner à voir tout ça. Donner à voir tout ça. C'est-à-dire, pas simplement rentrer dans le lard de celui qui fait n'importe quoi, et fait n'importe quoi volontairement aussi. Et aime bien d'ailleurs. Moi, je résiste aujourd'hui à plein d'attaques, y compris gouvernementales, ou y compris du ministre du Logement, qui se réjouit, il y a 15 jours, de ce que j'annonce à une matinale de France Info sur l'augmentation sans précédent des expulsions locatives du fait de la loi Casbah-Orion-Berger, qui est une catastrophe du point de vue, qui vient reculer après 25 ans d'accumulation de bonnes mesures collectives. Et j'ai un ancien ministre qui prend ce tweet, qui relaie mes propos de France Info pour dire, ben oui, et on est bien content, et on va aller plus loin. Quel sang-froid faut-il? Parce que je crois qu'en fait, on n'attend qu'une chose, c'est que nous tapions dessus. Pourquoi je dis ça? Parce que dans ce moment-là, il nous faut trouver d'autres leviers. Et puis,
il nous faut donner à voir la réalité, en fait. C'est pas tellement stratégique ce que je suis en train de dire. C'est tout simplement pour donner à voir la vérité. La vérité. Et cette vérité, alors c'est pas partout, hein. Il y a des endroits où ça se dégrade localement. Et puis montrer aussi à quel point la mobilisation locale est facteur de changement. Je vais prendre juste un exemple parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. 20 ans de politique du logement pas trop mal à Paris, ça a produit des effets. Nous, on suit ça de près, hein, dans la lutte contre l'habitat indigne, la production de logements sociaux, la protection des plus fragiles, l'accès aux droits de ceux qui ont plus de difficultés à accéder aux droits. Bref, on est très présent et on voit bien, on évalue ça depuis tout le temps. Et 20 ans d'absence de politique de l'habitat et du logement à Marseille, c'est une catastrophe. Alors évidemment, c'est le temps long, le logement, vous le savez ici, la ville, c'est du temps long, c'est pas le temps des politiques qui sont pressés de briller et de répondre au tac à des événements nouveaux, essayer d'occuper l'espace médiatique. Toujours est-il que justement, il nous faut ramener à la complexité, il nous faut ramener au temps long, il nous faut ramener tout cela. Et quand je vois, y compris sur des positions qui étaient très droite-gauche, des formes de consensus qui se passent aujourd'hui sur la régulation des marchés immobiliers. Je vous donne un exemple, et je terminerai là-dessus. L'encadrement des loyers, mais je pense plutôt à la régulation des locations touristiques. Nous, on a vu, parce que là, on est un observateur de ça, donc on a des yeux partout, des gens, on fait travailler des gens, on a des chercheurs et compagnie. Mais on a vu à quel point la montée en puissance des plateformes de location touristique, Airbnb, Booking et autres, est venue faire sortir du marché dans des territoires qui n'étaient pas trop tendus dans le domaine du logement, faire sortir du marché locatif plein de logements du fait de la lucrativité pour des gens qui avaient la capacité d'investir, et alors sans commune mesure en termes de rentabilité économique, pas avec les mêmes contraintes non plus, hein, je pense les contraintes environnementales, de performance thermique, enfin, je vous en passe. Mais on voyait l'écart se creuser, et depuis 8-10 ans, on dit « waouh !» Et la France est un des plus gros hein, dans ce domaine-là, et on dit « regardez, à Londres, regardez, à New York, ils ont fini par... serrer le truc, quoi, en disant c'est plus possible, les gens peuvent plus se loger, et ça fait monter les prix, c'est spéculatif, etc. Et on voit bien qu'on a eu beaucoup de mal au niveau national à faire prendre conscience de cette réalité des marchés locaux et de leur caractère excluant dans pas mal de territoires qui n'étaient pas spécialement tendus auparavant. On n'y arrivait pas au niveau national, politiquement, parce que dans ce pays, on n'aime pas faire des régulations des marchés en général, immobilier en particulier, pour plein de raisons qu'on n'a pas le temps d'expliquer. Et puis tout d'un coup, le problème, c'est que les acteurs locaux, ils se sont confrontés à ça. À droite, au centre, à gauche. Et puis d'un coup, on voyait arriver des territoires qui disaient « mais nous, c'est plus possible. On regarde passer les trains. On se bat comme des fous pour construire 100 logements sociaux, et pendant ce temps-là, tu as 600 logements qui sortent du marché en 2 ans. Ça nous échappe complètement. » Donc, je prends juste cet exemple parce qu'il est assez marquant dans une période récente. Et là, aujourd'hui, on a enfin des textes de loi qui permettent un peu de réguler, et quand même pas mal. Et on va continuer, hein. On a mis le pied dans la porte, cette fois, on compte bien ne pas arrêter là. Mais ça répond à des besoins sociaux, territoriaux, ça répond aux besoins aussi de lutte contre les exclusions, et je me dis que c'est assez réjouissant. Et donc, nous, on va beaucoup investir dans cet esprit-là, parce qu'aujourd'hui, au niveau national, c'est très difficile d'entrer dans une qualité de débat apaisée, productif, en capacité de répondre aux besoins socio-écologiques et démocratiques. Oui, et donc on voit bien quand même le niveau local comme étant, en tout cas dans votre domaine, vraiment un niveau dans lequel les choses peuvent évoluer. Nous, notre enquête est peut-être un peu du côté des associations, parfois un peu plus délicate dans l'action locale associative, c'est-à-dire ce qui se passe au niveau vraiment local des associations, qui sont quelquefois des associations qui appartiennent, comme chez vous, à une association nationale. Qu'est-ce qui ressort de notre enquête sur cette question de l'action locale des associations foisonnante, oui, certainement. Donc on a pu enquêter Brest, comme je l'avais dit, à Lyon, des métropoles, Lille, Poitiers, Saint-Brieuc. Donc le local est un levier indéniable, ça c'est clair. Cet enracinement, cette proximité, cette réactivité, et comme l'indique, comme c'était indiqué tout à l'heure, il y a un foisonnement d'initiatives et aussi quand même une pugnacité. Enfin, souvent on bricole avec peu de moyens, c'est souvent les mêmes qu'on retrouve, mais on s'accroche. Après, il ne faut pas non plus idéaliser. Parfois, localement, il y a un éparpillement. Parfois, il y a une compétition, parce que vu le contexte aujourd'hui, il faut décrocher et boucler le dossier économique. En tout cas, ce qui se dégage au niveau local, c'est qu'aujourd'hui, les élus locaux ont conscience que leur capacité d'action est étroitement dépendante de la qualité de leur relation avec des acteurs de la société civile. On l'a dit, cette centralité est un obstacle, c'est dur de décrocher rendez-vous avec les gouvernements, les groupes parlementaires, etc.
à l'exception notable de certains élus locaux. Alors peut-être ce qui se dégage de notre enquête, c'est que peut-être l'enjeu aujourd'hui, c'est de trouver une meilleure articulation, une coordination plus forte, de pouvoir capitaliser. En tout cas aussi, ce qui se dégage, c'est que tout n'est pas dans le local. Mais finalement, parce que notre question, comme c'est de la colère à l'engagement, plaidoyer, revendication, je trouve que derrière tout ça, la question qui se pose, c'est les conditions d'efficacité de la société civile. Et là, je voudrais dire un petit mot peut-être sur une question qui revient souvent dans nos échanges, c'est cette tension entre compromis et radicalité. Alors cette question, elle revient de façon récurrente, et ce dilemme stratégique n'est pas nouveau, mais aujourd'hui il se pose avec une acuité particulière, parce que certains disent finalement les Gilets jaunes ont obtenu plus de concessions de la part du gouvernement que toute la mobilisation pour les retraites ou la convention citoyenne pour le climat. Ou alors, même au pacte du pouvoir de vivre, on se dit le pacte véhicule un discours nuancé, mesuré, complexe, mais face au fonctionnement des réseaux sociaux, on est invisible. Donc dans le cadre de notre enquête, il y a 3 tendances qui se dégagent par rapport à cette tension. Certains considèrent que le compromis reste la méthode privilégiée. On cherche le compromis à géométrie variable selon les sujets. Mais à l'opposé, un certain nombre d'acteurs considèrent qu'il faut changer de posture et adopter une posture plus radicale, du style la désobéissance civile non violente, notamment une partie des jeunes, mais aussi dans le domaine écologique. Alors, ce qui est intéressant aussi, certains parlaient aussi de désobéissance tranquille. Donc, on voit bien qu'il y a un changement culturel. Les associations qui ne sont pas habituées à ce rapport de force disent qu'il va falloir que ça change. Et enfin, dans le cadre de l'entretien, on voit aussi que souvent, on nous dit qu'il y a un rejet catégorique au sujet de cette tension compromis-radicalité. C'est trop simpliste, trop stérile. Et là, donc, si vous le souhaitez, tout à l'heure, on pourra parler un peu plus, parce que c'est un enjeu démocratique, il faut se renouveler, et on voit bien que le rapport de force est souvent asymétrique face au lobby économique. Et aujourd'hui, dans le cadre de notre enquête, on a vu qu'il y a un répertoire d'actions qui se renouvelle, qui se réinvente, et notamment, suivant le rapport de force des acteurs en présence, eh bien, ça va être du compromis, dans d'autres cas, c'est de la mobilisation médiatique, mais aussi, dans certains cas, quand il n'y a plus de dialogue et que les portes se ferment, beaucoup d'acteurs sociaux, maintenant, se tournent vers le juridique, les procès, la jurisprudence. Merci beaucoup. Et donc, peut-être que là, on peut prendre quelques questions, si vous avez des questions sur ce niveau local ou sur d'autres choses qui ont été dites, qui vont un peu plus loin que le niveau local. Mais n'hésitez pas à poser vos questions. Est-ce qu'on a des questions sur ce sujet ? Il ne reste pas beaucoup de temps, donc c'est... Non ? Il n'y a pas de questions. Quand on rentrait dans le vif de la discussion, c'est dommage. Donc, si vous n'avez pas de questions, de toute façon... Ah oui, il y a une question là-bas. Là-haut. Bonjour, Charlotte, donc je travaille aussi depuis 20 ans en collectivité territoriale. Du coup, justement, sur quand vous dites qu'il faut rendre visible le local ou l'impact des politiques publiques au niveau très local des réalités et que ça remonte, du coup, c'est quoi le mécanisme efficace ? Parce qu'on en parlait justement dans un fonctionnement de la démocratie. Du coup, il y a des maires qui parlent justement à leurs députés, qui peuvent faire remonter des choses. Voilà, après, voilà, ce serait quoi la mécanique ? Vous parlez d'efficacité. Du coup, voilà, qu'est-ce qu'on utilise comme mécanisme pour pouvoir justement faire se rapprocher ce qui serait de la réalité, voire de la vérité locale face à des impacts, des défis et des choix au niveau voilà, des pouvoirs publics ? Alors, qu'est-ce qui est efficace ? Non, mais c'est une bonne question. Mais la réponse, elle est... Une partie de la réponse est assez simple. Déjà, que ça soit possible. Je m'explique. Je parlais tout à l'heure de l'encadrement des loyers qui permet de faire baisser les prix excessifs. Aujourd'hui, ça n'est, après une bataille depuis 2014 dure, hein, avec effectivement les autres parties prenantes du débat, lobby économique notamment, on a fini par adopter un dispositif sur la base du volontariat des collectivités sous la forme expérimentale. Vous voyez, c'est ça. Hein. Donc, du coup, aujourd'hui, il y a 70 communes qui se sont
mobilisé, qui ont demandé à l'État de pouvoir mettre en place l'encadrement. L'encadrement a été accepté pour ces 70, à d'autres ça a été refusé, par exemple Rennes, considérant que les tensions n'étaient pas assez fortes. Et si rien n'est fait entre aujourd'hui et novembre 2026, cet encadrement qui redonne du pouvoir d'achat aujourd'hui à pas mal de gens, notamment à Paris, parce que c'est l'endroit où ça a été mis en application de façon la plus longue, tombe. Il n'y a plus rien. Donc déjà, rendre possible que ce soit possible. C'est-à-dire que les collectivités puissent avoir la liberté. Je ne dis pas qu'il faut le mettre partout, ce n'est pas comme d'autres lois qui s'imposent à tous, mais en tout cas, laisser la capacité aux collectivités qui le souhaiteraient de le faire. C'est exactement la même chose pour les plateformes touristiques. Jusqu'à maintenant, elles ne pouvaient pas le faire. Elles n'avaient pas le droit, par exemple, comme c'est désormais possible, mais ça date de 6 mois, la bataille législative, d'interdire des parties du territoire d'une ville à la création de nouveaux logements touristiques en location touristique, s'il n'y a pas en contrepartie par celui qui la crée, la création d'un logement locatif. Donc c'est des compensations. Comme c'est rendu par exemple possible depuis très peu, le maire de Chamonix vient de le faire, d'interdire les résidences secondaires dans un quartier de sa ville où il y avait déjà 70% de résidences secondaires. Donc ce que je veux dire par là, juste avec ces deux exemples, c'est que la possibilité donnée aux collectivités par rapport à la forme de gouvernance de notre pays, en termes de décentralisation, de faculté qui est donnée ou pas, est déjà un enjeu essentiel. Le deuxième élément, c'est qu'il faut faire la démonstration que ça marche. Parce que les lobbies sont d'une telle force. Tout le monde sait à quel point la crise du logement est violente. Tout le monde sait à quel point le prix du logement, devenu le premier poste de dépense des ménages, est excluant pour ceux qui ont des ressources modestes, a fortiori les plus pauvres, pour les jeunes, pour les familles monoparentales, etc., etc. Et pourtant, on n'arrive pas à faire réguler les marchés. Donc, la possibilité, pour pouvoir gagner cette possibilité d'intervenir au moins à l'échelle locale, il faut faire la démonstration que ça marche. Et donc, j'évoquais tout à l'heure les comparaisons internationales, j'évoquais tout à l'heure les initiatives locales qui permettent de faire la démonstration que ça peut marcher. Alors nous, on arrive à obtenir, enfin nous, les acteurs porteurs de cette dynamique, arrivent à obtenir que des expérimentations en ce moment. Mais bon, peut-être qu'un jour, ça débouchera sur une loi d'ordre général. Mais vous voyez ce qui s'est passé sur l'encadrement des loyers en 2014. Cécile Duflot voulait encadrer toutes les métropoles tendues, enfin où le secteur est tendu, et la levée de bouclier a été d'une violence inouïe. Donc, faire la démonstration, donner à voir, et ensuite permettre législativement que cela soit possible. C'est déjà des premiers éléments de réponse, je pense. Et donc, je pense que votre question, en fait, nous a amené un peu à la question que je voulais la parole que je voulais donner à chacun d'entre vous, parce qu'on est très tenu par le temps, dans la mesure où ici, l'amphithéâtre est occupé juste après notre séquence. Et je voulais donner la parole à nos 3 intervenants en 3 minutes chacun, pour qu'on ne termine pas quand même cette conférence et ce temps sur une note trop négative ou trop dure. Et donc, chacun d'entre eux puisse, en 3 minutes, dire quelle piste ou quelle perspective positive il peut y avoir pour les associations et la société civile organisée. En 3 minutes, qu'est-ce que chacun d'entre vous peut dire sur ce sujet-là? Nicolas, 3 minutes. Moi, j'aurais envie de m'adresser aux acteurs associatifs, justement, autour de cette question. Dites-nous quelles sont vos revendications. Faites ce travail de construire des revendications, et c'est un peu mon rêve qu'à l'occasion des municipales, ces acteurs associatifs se mobilisent pour justement porter les revendications, et non pas aller voir les candidats pour leur faire signer leurs propositions, mais viennent plutôt auditionner les différents candidats en présence en disant voilà, nous, les revendications qu'on porte et le collectif d'acteurs qu'il y a derrière à les porter, dites-nous comment vous réagissez, quoi. Et en disant, en fait, c'est aussi la fonction de la société civile que d'une certaine manière repolitiser les choix d'action publique là où les élus et leurs administrations ont parfois tendance à les dépolitiser. Et pour le coup, là on a couvert le local des loges, mais en fait on voit bien que sur cette question de la dépolitisation, c'est souvent plus fort en local qu'au niveau national ou européen, et que c'est en fait derrière cet enjeu de politiser les choix d'action publique, c'est aussi d'assumer
les divergences d'intérêts en disant, en fait, votre but, c'est pas d'aller convaincre le décideur, c'est d'aller défendre vos revendications face à ceux qui défendent des revendications opposées, qui est un moyen de rendre visibles les lobbies par la confrontation, quoi, en disant, en fait, dites-nous qui s'oppose à la régulation des loyers, qui s'oppose à la régulation des Airbnb et comment derrière, et je terminerai là-dessus, mais parce que je suis convaincu quand même que la question de la représentativité se pose en termes qualitatifs, mais aussi et surtout en termes quantitatifs, parce que ce qu'il s'agit derrière, c'est quand même, parce que c'est ça la règle démocratique, de faire la démonstration que vous êtes plus nombreux qu'eux, et que donc à la fin, c'est quand même à vous de l'emporter par rapport à ces acteurs-là qui défendent des intérêts inverses, qui sont à la fois plus puissants et plus structurés, mais potentiellement aussi beaucoup moins nombreux. Et toi, Benoît, en 2 minutes alors. Je comprends. Premier point, les obstacles se multiplient, ils sont structurels, conjoncturels, au niveau national, international. Donc je pense que le succès de la société civile, c'est l'art de se frayer un chemin là où tout semble verrouillé. Et dans ce dossier, on a eu la chance, moi j'ai eu la chance d'interviewer un représentant de Victoire Populaire. Il faut trouver les brèches, les fenêtres d'opportunité, les interstices. Et il faut du courage politique, je pense à cet évêque épiscopalien de Washington face à Trump. Deuxième point, le sujet, pour vous, pour nous, il est passionnant parce qu'il est démocratique. Relisons les grands penseurs de la démocratie, Tocqueville, Montesquieu, Claude Lefort. On a besoin de contre-pouvoirs. Et troisième minute, moi je trouve que j'ai eu beaucoup de chance de me faire ce travail avec Brigitte et d'autres, parce que comme le disait Christophe, il y a une vraie vitalité, mais alors on est devant un paradoxe, c'est que cette vitalité est d'une certaine façon invisibilisée. Mais je prendrai qu'un exemple, notamment au niveau de la sociologie des mobilisations. Quand on fait cette enquête, on voit qu'il y a une mobilisation par le bas, vous savez, l'empowerment, c'est-à-dire des gens ordinaires en galère qui deviennent acteurs de leur vie. Donc j'ai envie de dire, un nouveau monde est en train d'émerger et travaillons dans ce sens. Et Christophe Oui, ça recoupe complètement ce que viennent de dire mes camarades à l'instant. Je pense qu'il faut rien lâcher sur ce qui compte, les fondamentaux. Je pense sur la question écologique, sur la question sociale, sur la question du partage, sur la question de la solidarité. C'est ce qui fait quand même la force de ce pays, qui s'en est vanté quand même pendant longtemps, depuis la Deuxième Guerre mondiale, d'avoir une protection sociale remarquable. Donc il faut l'ajuster aujourd'hui aux enjeux écologiques. Mais ne pas lâcher, parce qu'il y a des apprentis sorciers, je vais les appeler comme ça pour faire vite, qui pourraient bien affaiblir notre capacité durable pendant des décennies à continuer à agir pour le bien commun. Et ces apprentis sorciers, pour un certain nombre, je ne vais pas les qualifier là, n'en ont rien à faire en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai pensé à la responsabilité en disant le désaccord, si vous voulez, en me disant on n'est pas obligé d'avoir raison, on peut discuter. Je crois qu'il y a d'autres motivations, et donc ça change un tout petit peu le regard de la relation avec les politiques publiques. Donc ne pas lâcher sur ce qui compte, continuer à développer les alternatives, parce que le monde change très vite. Aujourd'hui, c'est pas vous que je vais l'apprendre ici, sur le numérique, sur l'immigration, sur la question écologique, enfin ça va très très vite. Et donc il nous faut faire un aggiornamento permanent pour pouvoir adapter ce que nous pensons nécessaire de faire collectivement, pas tant que dans nos revendications, mais en tant que besoin pour notre société. Ne pas baisser la garde face au populisme, ne pas baisser la garde face au populisme. Sous couvert de vernis, on sait ce qu'il en est. C'est intéressant, par exemple, le pacte a beaucoup auditionné d'autres pays qui sont victimes aujourd'hui de gouvernance populiste, pour voir quelles ont été les conséquences sur la liberté, sur la démocratie, sur les choix politiques au sens socio-écologique, démocratique. Donc pas baisser la garde. Et puis ce qui donne de la force aussi, je pense, c'est que... Alors personnellement c'est comme ça que je le vis, mais je crois là beaucoup d'endroits, c'est que, et ça rejoint un peu le local, c'est que là on sait qu'on a besoin d'avoir des politiques locales et nationales qui répondent à ces enjeux, à ces défis qu'on ne peut pas contourner, il faut les prendre en face, même s'ils sont complexes, on l'a dit, mais il faut continuer à agir aussi. Et la force, elle peut être puisée aussi dans cette action. Enfin, je veux dire, moi, si la Fondation n'agissait pas auprès de milliers de personnes tous les ans, ça me fatiguerait, les débats politiques, ou d'essayer de faire du plaidoyer ou des revendications auprès des pouvoirs publics locaux et nationaux, parce que vous usez, enfin, je veux dire, c'est épuisant. Et en même temps, bon,
moi, j'ai une logique, mais tout ce qui est pris, et tous ceux qu'on a pu aider, c'est déjà bien, mais sans perdre de vue, évidemment, la dimension globale, sociétale. Et peut-être un dernier point, c'est que on a passé moins de temps sur le local que notre première partie, mais c'est pas grave. Je pense qu'il y a des choses donc, vraiment vertueuses qui méritent d'être données à voir. Il faut qu'effectivement on travaille à l'échelle locale, y compris avec les personnes concernées, hein, ça a été dit. Mais il y a beaucoup de choses dont on vient de parler qui ne se résoudront, qui ne pourront se résoudre qu'avec des décisions nationales, voire transnationales. Enfin, donc il ne faut pas perdre de vue les différentes échelles. Et c'est là où je trouve que le pacte c'est intéressant, par exemple pour aller voir les propositions des municipales du pacte qui viennent du terrain, dans l'esprit de ce que Nicolas Rayot vient de dire, sur les questions d'accès à l'eau, sur la question des mobilités, sur les questions de logement, sur les questions de solidarité, sur les questions etc. Et en même temps aller voir un autre document sur le site du pacte du pouvoir de ville, je fais un peu de pub, qui est la proposition du pacte sur le projet de loi de finances, pour être en capacité de redonner de la force à notre modèle de protection sociale et de répondre à nos défis écologiques. Et en fait, je vais résumer comme ça, du fric, il y en a. Hein. Donc, à condition de bien partager collectivement, ou de mieux dépenser aussi, vous verrez, il y a différents créneaux, mais je trouve que ces deux documents pourront vous donner à voir cette double dimension dont je suis en train de parler, pour les municipales et pour le PLF, et je crois qu'on a besoin des deux, en fait. L'un ne va pas sans l'autre. Et pour terminer, je pense que, moi, si je me donne la parole, je pense que dans ce qui peut être positif, quand même, c'est exactement ce qui se passe là. C'est-à-dire qu'en écoutant les associations, en allant faire cette enquête, on a rencontré beaucoup de monde. Et en fait, il y a quand même quelque chose qui se joue autour des jeunes, en fait. Et je trouve que là-dessus, il y a quelque chose de très important sur... Alors, c'est peut-être une prise de relais, ça peut s'appeler comme ça, mais aussi, tu parlais au tout début d'innovation, d'invention, etc., de nouvelles façons aussi de faire cette action locale, de la penser, de la réfléchir, etc. Et ça, je pense aussi qu'il y a quelque chose, et dans beaucoup d'associations, c'est le cas, de la question de la relève et de la question des jeunes qui peuvent développer en fait cette action associative et au niveau local, c'est quand même très 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 présent. Alors je pense que devant un public comme celui-ci, c'est bien à dire, et en tout cas merci beaucoup de nous avoir écoutés, merci beaucoup d'être nos relais aussi. Il y a des numéros à vendre, si ça intéresse certains, n'hésitez pas, vous pourrez creuser beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de sujets qu'on n'a pas pu aborder, et puis bien sûr on est toujours à votre disposition pour continuer à réfléchir. Merci beaucoup. Merci.